Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur en ce début d'année 2025, une année qu'on vous souhaite de préférence belle plutôt course. Et oui, on est comme ça à la garde de nuit, on préfère les mois aux cheveux couleur de miel plutôt que ceux qui sont tout bruns, tout noirs et tout couverts de poils. Et justement, d'ours et de cheveux de miel, il va en être question dans ce podcast ou pas. Ou si on ne ramènera pas la coupe à la maison, on se contentera de jouer à domicile puisqu'on va parler de Géor Mormont, de Château Noir et d'autres princesses sauvageonnes. Car vous êtes bien en train d'écouter le podcast de la garde de nuit et après Bran, Sansa et Arya, on a décidé de croquer Jon Snow façon racoque dans une jolie tourte. Et pour décrypter la moue boudeuse des plus jolies bouclettes de Westeros, j'ai à mes côtés un casting exclusivement féminin qui comprend une revenante disparue au-delà du mur au mois d'août l'année dernière et qui revient enfin à la manière d'une Lady Cœur de Pierre pleine d'amour toxique pour Euron Greyjoy et de passion dénuée de reggae pour Babylone, à savoir Babar des Bois. Salut Babar. Et bonjour, me revoilà. Alors, on t'avait perdu depuis la rentrée car tu passais ta thèse. Est-ce que tu peux résumer cette période de ta vie en un mot ? Ça me paraît pas mal ? Non ? Ok, j'attendais Mésopotamie, mais c'est pas grave, je me contenterai de ça. C'était l'occasion de le placer. Et bien sûr, aux côtés de Babar se trouve également celle qu'on a sortie de sa torpeur hivernale en prononçant la formule Joseph Campbell. Salut Nymphadora. Salut. Alors, j'ai une première question pour vous dans ce podcast. Est-ce qu'on peut dire quand Mélisandre tente d'avertir Jon et qu'il ne lui répond pas, qu'elle s'est faite ghoster ? Oh là là. Bravo. On peut arrêter là le podcast, je pense. On n'arrivera pas à mieux. Ouais, on va surtout arrêter les blagues, je pense, et on va passer à des choses un peu plus sérieuses. Juste avant de commencer un peu la partie analyse, Jon, est-ce que vous l'aimez un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, pas du tout ? Je vais commencer par poser la question à Nymphadora. À vrai dire, je suis assez neutre vis-à-vis de Jon Snow et je pense que ça a l'air d'être le cas pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que Jon, c'est un brave gars, on l'aime bien, mais on n'a pas forcément une passion dévorante pour lui. Et je pense que ça s'explique notamment par les éléments qu'on développera dans le podcast et son côté très classique de héros campbellien. Hashtag teasing. Le mot est placé. Et toi, Babar ? Alors moi, c'est un personnage qui, au départ, je l'aimais vraiment pas. Tome 1, tout le tome 1, il me saoule. À être oh là là, je suis pas à ma place, etc. Alors ce qui est vrai, hein, ça se trouve, c'est juste que j'ai pas d'empathie. Mais il y a ce côté, il a quand même été élevé au château. Alors certes, il a été mis de côté ou quoi que ce soit, mais il a quand même été élevé au milieu de ses frères et sœurs. Et il a quand même, bon, certes, eu des préjugés, mais c'est son côté ultra méprisant en fait quand il arrive au mur qui m'a un peu saoulée. Et en plus, le premier tome, on a un chapitre où il retrouve Sam et où il commence à voir Sam au milieu du livre et où il dit bah ça sert à rien les bouquins, voilà. Donc ça c'est un petit peu un crime de lèse-majesté. Donc j'ai eu un peu de mal avec lui au départ et au fur et à mesure de son parcours initiatique et notamment du moment où à partir du moment où il est élu Lord Commandant, là je le trouve beaucoup plus intéressant, notamment dans tous les choix qu'il va devoir faire vu les contraintes qui pèsent sur lui. Donc tout le côté en fait, il faut que je contente la garde de nuit, mais en même temps il y a une menace un petit peu existentielle qui arrive. Il y a des siècles et des siècles de rancœur entre les sauvageons, la garde de nuit, puis il y a la guerre des Saint-Croix qui continue à faire rage. Je trouve que c'est assez intéressant et Martin en fait nous offre pas mal de réflexions sur comment est-ce qu'on peut prendre le pouvoir, mener, comment est-ce qu'on peut diriger face à ces lourdes pressions extérieures ou intérieures. C'est marrant parce que moi, vraiment, justement, c'est à ces moments-là que je n'aime pas Jon Snow. Je trouve qu'il est vraiment très, 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 très peu doué, qu'il ne communique pas avec les gens, qu'il est incapable de leur dire pourquoi il prend des décisions et qu'il assomme les gens de ses décisions qui peuvent être très bonnes par ailleurs, mais n'empêche qu'il faut quand même les expliquer aux gens pour que les gens les comprennent. Et il me saoule. Mais dans le dernier tome, il me saoule. Il est vraiment très, très, très mauvais. Donc voilà, donc on a un avis radicalement opposé. C'est un peu rigolo. Et toi, Chris ? Ayant lu la saga adolescent, pour le coup, ça fait partie des trucs que tu suis au début et où t'es à fond, en fait. Un peu à la manière, on aura l'occasion d'en reparler, mais un peu à la manière de Fitz dans l'Assassin Royal ou même d'un Harry Potter, finalement. Je pense que le côté « je me pense au centre du monde »
parce qu'il y a quand même beaucoup dans le tome 1, ça reflète bien la mentalité qu'on a quand on est ado, où on est persuadé qu'on va pouvoir tout changer et qu'on va arriver dans le monde et que tout va tourner autour de nous, et au final on se prend le monde dans la gueule un jour et ça change pas mal notre perspective. Donc je pense que Jon Snow, moi je l'ai vraiment lu comme ça, et j'étais, tu sais, vraiment toute la partie jusqu'au moment où il devient Lord Commandant. Il y a un petit côté un peu Poudlard quand même dans tout ça, on va pas se cacher. Après, sur le tome 5, moi, ça fait partie des chapitres que j'aime bien, parce que j'aime bien les ambiances où il y a une non-ambiance, justement. C'est-à-dire que tout est poisseux, il neige, mais tout est poisseux en termes d'ambiance. Il n'y a pas de... tout ce qui se passe sur le mur dans le tome 5, c'est quand même que des non-dits, que des gens qui se parlent pas, justement. Mais c'est pas valable que pour Jon, c'est valable pour tout le monde. Et tout le monde essaie d'avancer ses pions sans que l'autre le voie, mais en même temps, tout le monde est coincé à Château Noir, donc c'est un huis clos en même temps. Et ça, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Et juste, j'ajouterais qu'il y a quelque chose, alors on va avoir l'occasion d'en reparler avec la série télévisée, mais un des grands moments de surprise autour de Jon Snow que moi je retiens, c'est quand on a été à l'avant-première de House of the Dragon saison 1, et que Frédéric Sigrist, du coup, qui menait on va dire la cérémonie qui était autour du premier épisode, a demandé s'il y avait des fans de Jon Snow dans la salle. J'avoue avoir été très surpris par le cri très puissant de beaucoup de gens, en fait. À ce moment-là, il y avait beaucoup plus de fans de Jon que ce que je pensais. Et je pense que la série a un rôle à jouer là-dedans, dans la manière dont elle met en scène notamment le côté guerrier de Jon. Mais pour le coup, voilà, c'est un personnage dont on oublie, je trouve, au fur et à mesure. Plus nous on se plonge dans l'univers du Trône de Fer, plus on le met de côté, j'ai l'impression. Et on oublie le rôle central qu'il a pour des gens qui découvrent la saga et pour qui vont n'en faire qu'une seule lecture finalement. Et justement, en termes de lecture, Babar, comment ça se passe, Jon Snow dans le Trône de Fer? Alors ça fait partie du trio de tête, Jon Snow, puisque c'est le deuxième personnage avec le plus grand nombre de chapitres, puisqu'il a 42 chapitres pour lui. Donc il se place entre Tyrion qui en a 47, qui est vraiment le grand gagnant, et Arya qui en a 33. Le nombre de chapitres augmente un petit peu au fil de la saga. On commence avec 9 chapitres dans Agot et on finit avec 13 dans ADWD, donc dans Dance with Dragon. Donc on est on n'est pas sur une augmentation exponentielle non plus, mais une petite augmentation. Évidemment, il apparaît pas dans le 4e tome, puisque dans FFC, puisque le tome étant découpé géographiquement, le mur, le nord n'y figure pas. La première fois qu'il apparaît... On le voit vite fait du point de vue de Sam, mais ça va très vite et on aura l'occasion d'en reparler, ça revient dans le tome 5. Voilà, c'est ça. La toute première apparition qu'on a de lui, ce n'est pas son point de vue, mais c'est dans le premier chapitre de Bran, le premier chapitre tout court en fait, si on met de côté le prologue, c'est le moment de la découverte des loups-garous, et c'est le moment où il récupère Fantôme, on en reparlera. Et Jon, sa première mention, c'est Jon le bâtard. Donc, toute première mention ever de Jon, il est associé à sa bâtardise. Le premier chapitre de son point de vue, c'est le chapitre 6. C'est le moment où il y a le banquet à Winterfell, où on accueille le roi, où Eddard accueille le roi Robert à Winterfell. Et dans ce chapitre, en fait, lui, il est mis de côté puisque, du fait de sa bâtardise, il n'est pas avec les autres enfants Stark, il est avec les gens de Winterfell, les gens communs. Et c'est le moment où il commence à boire, où il a une discussion avec Benjen, il se met en colère, il sort de la salle et où il rencontre Tyrion. Il y a sa discussion avec justement la question de la bâtardise. Qu'est-ce que c'est que être un bâtard et autres. Donc en fait, déjà, on voit que dès le départ, la question de la bâtardise de Jon va jouer un grand rôle dans aussi bien la narration que dans le développement du personnage et dans son arc narratif. Et pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, la première apparition de Jon, du coup, c'est dans le chapitre de Bran. La question étant que, comme c'est le tout premier chapitre que Martin a écrit, une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que il a défini tout de suite Jon comme bâtard, ou est-ce que c'est arrivé plus tard dans les réécritures? Nymphadora, tu as peut-être une réponse là-dessus? Alors, oui. En l'occurrence, on a une lettre qu'il a envoyée à son agent en 1993, qui donnait
quelques éléments de ce qu'il envisageait dans une série de romans de high fantasy. À l'époque, il envisageait de faire une trilogie. C'était il y a longtemps, c'était en 1993. C'était il y a plus de 20 ans. Là, il y a 30 ans. Largement plus il y a de 30 longtemps. ans. Oh mon Dieu, c'était il y a 30 ans. Ok. Mais donc, dès le début, dans cette lettre, on sait qu'il envisage 5 personnages principaux, dont Jon Snow le bâtard. On sait aussi qu'il envisage un amour impossible entre Arya et Jon, qui va se transformer en triangle amoureux avec Tyrion qui tombe amoureux d'Arya. Voilà, on est content peut-être que ça ait un poil divergé dans sa version suivante. Mais je pense que du coup, on retrouve peut-être des séquelles de ça. On aura l'occasion d'en reparler dans la relation entre Arya et Jon. Ouais. Et peut-être aussi dans l'intérêt que porte Jon au mariage d'Arya dans le tome 5. Mais bon, je m'éloigne un peu justement, puisqu'on a parlé du tome 5, on va peut-être revenir aux origines. Nympha, je te repasse la parole pour parler un peu du parcours de Jon et commencer par le tome 1, donc intégral 1 si vous lisez en français, ou A Game of Thrones si vous lisez en anglais. Alors, du coup, on est sur le début du parcours initiatique de Jon Snow dans l'intégrale 1 et on va le voir passer d'une famille à l'autre. En fait, on commence, donc, comme l'a dit Babar, la première mention qu'on a de lui, il est mentionné comme bâtard, il est mis un peu de côté et lui-même, avec énormément de grâce et de sacrifice, se met aussi de côté puisque c'est le chapitre où on voit Bran qui découvre les loups-garous et au début, il ne voit que les loups il ne voit pas fantôme et donc il dit il y a le même nombre de loups que le nombre d'enfants Stark, c'est évident, c'est pour eux, et on sent à ce moment-là à quel point ça lui fait mal de dire ça, mais à quel point il essaye de se montrer gracieux et de montrer à quel point il est noble, il a le sens du sacrifice. Et donc, finalement, il est tout content. Lui-même trouve son loup. Bravo, Jon. On est content. Toi aussi, tu es un vrai Stark, finalement. Mais n'empêche qu'il est quand même toujours mis de côté. Et ensuite, quand on le retrouve face à toute la suite du roi à Winterfell. Et lui est mis à l'écart puisqu'il est bâtard. Et il le ressent extrêmement violemment. Il n'est pas content. Et c'est à ce moment-là, alors que Benjen est de la partie, qui se dit, Benjen, tu es à la garde de nuit. Moi, ça me semble être un peu ma seule et unique porte de sortie pour quand même avoir un destin noble auquel très clairement il rêve, hein. Il rêve de chevalier, il rêve de d'Eron le jeune dragon, il rêve de conquête, il rêve de grands hommes, et il se dit moi j'aurai jamais Winterfell, je suis la dernière roue du carrosse, je souffre dans mes relations avec Catelyn, qui est quand même pas super sympa avec moi. Du coup finalement tout le monde se dit écoute Jon, vas-y, va au mur. Et il va partir à la garde de nuit. Et on va suivre son intégration à la garde, qui est en fait assez compliquée. Parce qu'en fait, il a été élevé comme un noble, Jon, malgré tout son chouinage sur le fait que oui, mais il n'est pas à sa place à Winterfell. N'empêche que il a eu un maître d'armes, il a eu un maître, il était avec ses frères et sœurs, il a quand même eu une éducation noble. Et une éducation qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qui est devenu la garde de nuit, qui est quand même rempli de repris de justice. Et donc en fait, Jon, il va tomber très haut de son piédestal. Et déjà à la base, il méprise tous ces gens-là, et lui, dans sa tête, la garde de nuit, c'était quelque chose de très noble, et il se retrouve au milieu de gens qu'il méprise. Qui n'ont pas du tout son niveau, mais il va finir par trouver sa place, notamment en devenant l'aide de camp du Lord Commandant Mormont. Ça va s'achever sur le fait que maintenant sa loyauté va envers le Lord Commandant de la garde de nuit. Notamment après les événements avec le spectre qui se réveille. On est du coup là face à une vraie relation de mentorat qui s'instaure, et le Lord Commandant va même lui offrir Grand Griffe, la fameuse belle épée de famille.
Et dans le tome 2, qu'est-ce qu'il en fait de cette épée finalement, Babar ? Est-ce qu'il l'utilise un peu ? Alors, un petit peu quand même. Il l'utilise pour tuer un autre père, mais ça on va avoir l'occasion d'y venir. Exactement. Le tome 1 s'était achevé sur le tout dernier chapitre où Jon essaye de s'enfuir, tente de déserter en fait pour essayer de rejoindre son frère parce qu'il a appris que son père avait été décapité. Enfin, bref, du coup la question de la loyauté c'est vraiment quelque chose qui est une grande thématique du tome 1 et ça se poursuit dans le tome 2, puisque à la toute fin de ce chapitre-là où Jon tente de s'enfuir et rattrapé par ses frères, finalement on arrange le truc en disant ouais non mais t'es juste allé à la Mole en fait, et Lord Commandant en fait lui le remet face à ses vœux en lui disant bon alors qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu vas tourner Kazakh, enfin est-ce que tu vas déserter, dans ce cas-là tu vas être pourchassé ou quoi, ou est-ce que tu me suis au-delà du mur parce que vu ce qu'il s'est passé, il va falloir qu'on aille voir ce qui se passe et retrouver la trace surtout de Benjen Stark qui a disparu au-delà du mur. Donc la question de la loyauté de Jon envers la garde de nuit se pose au tout dernier chapitre de Agot et se pose au tout premier chapitre de Hakok, donc du tome 2. Et la garde de nuit part en expédition avec 200 hommes de la garde de nuit. Alors je crois que c'est 200 hommes de Château Noir et 100 hommes d'un autre fort. Faudrait que pour le coup que je vérifie. Mais en tout cas voilà, c'est quelques centaines d'hommes qui partent et ils vont en fait visiter les villages sauvageons qui ont été désertés, s'arrêter chez Craster, ce fameux sauvageon qui appartient qui a pas vraiment de loyauté et qui a uniquement des femmes autour de lui qui sont ses femmes et ses filles, Miam. Le père idéal comme on l'appelle. L'expédition s'arrête au point des premiers hommes. En fait, le point des premiers hommes étant une place forte, le gros des troupes va rester là, fortifier le lieu. Et il y a des expéditions qui vont aller voir pour essayer d'espionner les sauvageons qui, d'après ce que a dit Craster, se rassemblent un peu plus loin sous les ordres d'un roi d'au-delà du mur qui se trouve être Mance Rayder. Et donc Corrin mi-main prend Jon pour faire partie d'une de ces expéditions. S'ensuit alors plusieurs chapitres où ils vont trouver un petit groupe de sauvageons qu'ils vont tuer. Et dans ce groupe de sauvageons, il y a Ygritte, qu'on va retrouver par la suite, que Jon n'arrive pas à assassiner. L'expédition se passe très mal. Ça devient un slasher à ce niveau-là, quoi. C'est Ouais. Il y a un petit peu ce côté où en fait ils sont observés par l'aigle qui a accueilli l'âme du sauvageon Aurel que Jon a tué. Et en fait un à un ils disparaissent. Et finalement en fait dans un dernier moment, Corrin demande à Jon de le tuer et lui ordonne en fait d'intégrer le sauvageon, d'en apprendre plus pour ensuite revenir auprès de la garde de nuit et tout raconter en fait au Lord Commandant pour ne pas perdre d'informations. Ce que Jon fait, alors bien malgré lui, mais il finit par tuer Corrin avec l'aide de fantômes, et c'est à ce moment-là qu'il apprend, et le chapitre Hakok se finit là-dessus, où il apprend que les sauvageons se sont rassemblés par milliers et qu'ils ont pour objectif de redescendre vers le mur. Sachant que Hakok a un découpage un peu particulier, on peut le préciser, puisque en fait les chapitres de Jon doivent s'arrêter aux 2/3 du livre, la fin est consacrée à la bataille de Lanera, et du coup on perd l'alternance de POV qui revient du coup dans le tome 3, quoi. Exactement. Et du coup justement sur ce tome 3, ça va être toute la partie où Jon en fait va s'intégrer parmi les sauvageons. Il rencontre Mance Rayder, ce fameux roi d'au-delà du mur. Et il commence à s'intégrer aux sauvageons. Alors les sauvageons pour la garde de nuit, c'est vraiment, et surtout pour Jon qui n'en a jamais vu, ce sont un peu les barbares, les sauvages d'au-delà qui ont qui ont vraiment des mœurs et très éloignées de lui et que Jon voit de façon négative. Mais en fait, il apprend justement à aller au-delà de ses préjugés avec les sauvageons. Et en fait, c'est le moment où il va se départir de sa cape de frère juré de la garde de nuit, sa cape noire, au profit d'une peau de mouton. Ça rappelle un petit peu Arya qui, au moment où elle devient sans visage, qui doit abandonner son identité, mais tout comme Arya, Jon ne se débarrasse pas complètement de son identité d'origine, puisqu'il garde cette fameuse cape de frère juré de la garde de nuit sous sa selle. Jon intègre ensuite à nouveau un groupe, il parle souvent d'expédition, pour aller grimper au-dessus du mur.
le but, c'est de prendre à revers Château Noir et permettre d'ouvrir la porte qui se trouve à Château Noir pour permettre aux sauvageons de passer le mur. Donc il y va avec Ygritte, c'est le moment où il commence aussi sa relation avec Ygritte. Il passe le mur, très peu de temps après, c'est le moment où, profitant d'une opportunité qu'il a, il arrive à s'enfuir du groupe de sauvageons dans lequel il est. Il rentre blessé à Château Noir. Et à ce moment-là, il va prévenir les membres de la garde de nuit qu'il y a des sauvageons qui arrivent par le sud. Ça donne lieu à une première bataille au dénouement tragique, puisque Ygritte est tué au cours de cette bataille. Donc Jon perd son premier amour. Juste après, la grande bataille du mur arrive, puisque le gros des troupes de Mance Rayder arrive devant la porte de Château Noir, et c'est Jon en fait qui, après la mort de Donald Noy, qui était la personne qui dirigeait, membre de la garde de nuit, donc qui dirigeait la défense de Château Noir en l'absence du Lord Commandant, Donald Noy est tué lors du premier assaut, et en fait c'est Jon qui s'occupe de la défense du mur un temps, jusqu'à l'arrivée de d'autres officiers de la garde de nuit, dont Janos Slint, qui met Jon au cachot pour suspicion de trahison. Puis il est envoyé négocier avec Mance Rayder. À ce moment-là, il y a Stannis qui arrive et qui va en fait ravager l'armée de Mance Rayder. Donc c'est une victoire pour la garde de nuit et pour Stannis, c'est une défaite pour Mance. Et à ce moment-là, il y a l'élection du nouveau Lord Commandant, puisque Lord Jeor Mormont a été assassiné par ses troupes. Et donc, c'est l'élection du 998e Lord Commandant de la garde de nuit. Et suite à des manœuvres de Sam, c'est Jon Snow qui est donc élu Lord Commandant de la garde de nuit. Donc, le tome 3 s'achève là-dessus. Vraiment en mode Harry Potter, tout le monde est content. Et non, pas tout à fait, mais il y a quand même un peu cet effet-là. Le tome 4, on le passe sous silence puisque Jon n'est présent que dans un seul chapitre, c'est ce que j'ai mentionné un peu plus tôt. Et on va passer directement au tome 5, Nymphadora, ton tome préféré en ce qui concerne Jon, je crois. En toute objectivité. Non, mais je trouve qu'il est hyper intéressant, c'est juste Jon qui m'agace. Mais justement, j'aime être agacée par Jon. Je trouve que c'est hyper intéressant aussi. Et donc, dans ce tome, donc c'est le difficile apprentissage du pouvoir par Jon. Il est donc élu Lord Commandant de la garde de nuit. Maintenant, il faut qu'il prenne des mesures. On est dans les conséquences de la bataille sur le mur. Il y a Château Noir qui a été détruit partiellement. Il y a des tonnes de sauvageons qui sont là. Il y a Stannis qui est là. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc c'est Jon, puisqu'il est Lord Commandant, qui doit prendre des mesures d'urgence. Il va notamment instaurer un entraînement journalier pour tous les frères jurés. Et il va mener les réparations pour notamment le fameux grand escalier qui mène au sommet du mur, parce que, il faut bien pouvoir monter au mur. Et donc, il va négocier avec Stannis. Il va notamment accéder à sa requête de pouvoir aller fortifier les forts inoccupés de la garde de nuit. C'est compliqué toutes ces histoires parce que on a des intérêts qui se confrontent entre les intérêts de Stannis, les intérêts de la garde de nuit, les intérêts des sauvageons, et il faut contenter un peu tous ces gens. Et Jon, lui, il sait la menace des autres, donc il va chercher à prendre des mesures en conséquence aussi. En plus de ça, plus tard, il va apprendre que sa sœur est censée se marier à Winterfell. Bon, tout ça le perturbe de fou. Avec la pire personne au monde. Et Mélisande va lui dire « Oui, mais moi, je vois une fille grise sur un cheval qui arrive. » Et donc, évidemment, lui se dit « C'est bon, c'est ma petite sœur qui débarque. » En fait, ça sera pas sa petite sœur. Manque de bol. Ce n'est que la petite Karstark. Alice de son prénom. Lui qui se voyait déjà avoir une réunion pleine de larmes et d'amour avec Arya est fortement déçu. En plus de ça, il y a toujours il y a des patrouilleurs en mission qui sont au-delà du mur, qui disparaissent. Il y a plein de problèmes au mur. Et lui, il est expérimenté en tant que dirigeant. Il doit quand même prendre des décisions qui contentent tout le monde, et c'est compliqué. Et du coup, à force de prendre des décisions qu'il en plus a du mal à
expliquer derrière. Il mécontente ses petits copains de la garde de nuit. Et en fait, c'est comme ça que tout d'un coup, il va se faire assassiner d'un poignard dans le dos. Voilà. Voilà, là où on s'arrête dans Dance with Dragons, c'est sur Jon Snow qui est en train de mourir. Ça fait un peu plus de 10 ans que Jon est mort. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça fait plus de 10 ans qu'on attend de savoir si Jon va finalement ressusciter ou pas. Après, ce qui caractérise vraiment Jon Snow dans ce tome-là, c'est qu'après avoir été un personnage d'action quand même pendant 3 tomes, il se sédentarise et en fait, il y a même une frustration pour lui il aime pas ça, il est pas content. de pas pouvoir passer à l'action. C'est pas lui qui va mener les négociations avec Tormund, il envoie Val. C'est pas lui qui va aller à Durlieu, il envoie quelqu'un d'autre. Donc du coup, il y a toute cette envie de bouger et d'arrêter de rester statique au mur qui le travaille. Et en fait, c'est finalement, on revient à la position initiale du tome 1 où il voulait être patrouilleur et il finit à être de camp en fait. Mais c'est aussi dans ce tome que Jon a des fortes aspirations à retourner à Winterfell. Alors que dans les tomes d'avant, bon, ça y est, il était dans le nord et il était quand même bien occupé. Là, il va recevoir une lettre de Ramsay Bolton, Ramsay entre guillemets, puisque beaucoup de théories se demandent qui a bien pu écrire cette lettre et se disent que ce n'est probablement pas Ramsay. Mais alors qui, par contre, la question reste entière. Tout à fait. Mais en tout cas, donc dans cette lettre, l'auteur de la lettre dit avoir poutré le prétendant Stannis Baratheon après 7 jours de bataille. Il aurait donc tué Stannis, il aurait récupéré Illumination, il aurait récupéré Mance Rider, il aurait écorché les piqueuses qui accompagnaient Mance Rider, et il réclame qu'on lui rende son épouse, donc théoriquement Arya Stark entre guillemets, et qu'on lui remette la reine Célise, la princesse Shoren, la prêtresse rouge Mélisande, qui sont au mur avec lui, et qu'on lui remette également Val, la fameuse princesse sauvageonne, le fils de Mance Rider, et Schling. Et donc, l'auteur, Ramsay, promet de ne pas attaquer la garde de nuit si on lui donne satisfaction. Mais par contre, il menace Jon de lui arracher le cœur pour le dévorer s'il n'obtempère pas. Parce que Ramsay, c'est quand même un mec sympa. Et puis ça se termine par bâtard quand même. Ça commence aussi par bâtard. Ça commence par bâtard. C'est bâtard partout, quoi. Sachant que la lettre vient de Ramsay Bolton, lord légitime de Winterfell. Voilà, donc lui, en fait, a sa bâtardise effacée. Par contre, Jon reste le bâtard. Il y a tout ce qu'il faut pour trigger Jon, globalement, dans la lettre. Et donc, Jon est trigger, et Jon, il veut retourner à Winterfell, et il veut aller marave la gueule de Ramsay avant de se faire brutalement assassiner. C'est ce que disait Chris, c'est-à-dire qu'en fait, le moment où il fait l'action, c'est le moment où il perd, en fait. C'est donc assez intéressant d'un point de vue de qu'est-ce qu'être un dirigeant ou pas. C'est ça. Et comme dirait Mestre Aemon, il faut tuer l'enfant pour être un bon dirigeant, chose que Jon essayera de faire pendant tout le tome et aura du mal à faire, mais à la fin, ma foi, l'enfant est effectivement tué. Ces rapports de loyauté, de fidélité, c'est des choses qu'on va un peu explorer aussi tout au long du podcast, parce que là, on a globalement résumé l'intrigue de Jon. Il y a d'autres fils qu'on peut tirer de son parcours. Il y a les préjugés sur l'autre qui se retournent au fur et à mesure des rencontres. En cela, je pense qu'il y a un truc assez évident, c'est peut-être ne serait-ce que son premier chapitre quand il rencontre Tyrion, où finalement la situation finit par se retourner un peu et il prend un peu en affection Tyrion, alors qu'au départ c'est pas forcément le cas. On a également du coup la place du bâtard, la place des outcasts, comme dit Martine, qui est une thématique qu'on rencontre, dont on a l'impression de parler à chaque podcast, parce que c'est vraiment le truc qui irrigue complètement sa littérature, même c'est pas spécifique au Trône de Fer, je pense qu'on peut l'étendre à tous ses autres écrits. J'ai Windhaven notamment qui me vient dans la tête, voilà, pour n'en citer qu'un, où il y a aussi des histoires de corbeaux et de Bran, on laisse ce parallèle de côté, c'est pas le sujet du podcast. Alors dans le tome 5, la naissance d'un dirigeant, et ça c'est un parcours qui se fait en parallèle de Daenerys. Et avant de passer quand même à l'analyse littéraire de notre sujet, on va quand même causer un tout petit peu d'autres choses. On va causer un petit peu de bouclettes, on va causer un petit peu abdominaux. On va causer de la version HBO de Jon, donc celle qu'on voit dans Game of Thrones,
Et on a quand même pas mal de petites différences, alors qu'ils sont mineurs au départ et qui deviennent majeurs ensuite, notamment à partir du moment où on dépasse le bouquin. Et du coup, pour parler un petit peu de tout ça, Babar, quelles sont les différences mineures puis majeures, on va dire, sur le personnage de John qu'on peut retrouver tout au long de son histoire dans sa version télévisuelle? Bah ouais, alors on a effectivement des différences mineures avant la saison 5 et après, comme la série dépasse les bouquins, on a vraiment des choses qui sont très inventées. Alors on va peut-être commencer. Alors, on a une super page sur notre encyclopédie qui va lister ces différences point par point entre la version des bouquins et la version de la série. Donc je vous y renvoie. Mais simplement quelques exemples. Par exemple, l'expédition à laquelle John appartient, qui part de Mance Rider pour aller grimper sur le mur et retourner à Château Noir. La composition est pas du tout la même, puisque on avait John accompagné de Ygritte, et l'expédition était menée par 2 personnes qui s'appellent Jarl, qui est un lieutenant de Mance Rider, et par Styr, qui est un chef d'un des clans sauvageons, les Ten. Je rentre pas dans les détails, mais la composition est pas du tout la même. On met dans Game of Thrones, il y a Tormund. Ce qui se comprend comme changement parce que on peut pas avoir 3000 personnages comme dans les bouquins. Donc c'est assez logique d'avoir confié la chose à Tormund. Ça, c'est un premier point. Ensuite, en saison 4, si vous vous en rappelez, il y a une expédition commandée par Jon Snow contre les mutins qui se sont retranchés dans le fort de Craster, ceux qui ont tué le Lord Commandant au manoir de Craster. Cette expédition qui apparaît dans Game of Thrones, elle est complètement absente des bouquins. Si je peux juste faire un point là-dessus, là on est vraiment sur le moment où les showrunners ont délayé la sauce pour amener la bataille du mur en épisode 9 de la saison 4, et sachant que les noces pourpres avaient eu lieu à la fin de la saison 3, et donc on est dans ce moment où l'intégrale 3, Storm of Swords, est complètement étalée. Il faut bien trouver quelque chose à faire à John dans ce laps de temps. Du coup, ils mettent cette expédition-là, quand bien même elle peut sembler un peu absurde. Voilà, et c'est ça. Et puis ça met l'accent sur le fait qu'on met de l'action plutôt que de la réflexion ou des dialogues ou autre. Bref, c'est une expédition qui n'a pas vraiment de sens et qui s'achève par pas vraiment de sens. Dans la saison 5, c'est John qui se rend directement à Durlieu, contrairement à la version dans les bouquins où on vient de dire que en fait c'est lui qui délègue. Alors il était censé y aller au départ, mais il finit par déléguer. Et on a surtout un personnage qui est complètement inventé dans Game of Thrones qui s'appelle Olly. Si vous en rappelez, c'est le petit garçon qui voit sa famille se faire décimer par les sauvageons, qui se prend d'affection pour Jon Snow et qui finit par le trahir et par l'assassiner. Et qui tue Ygritte, accessoirement. En plus, il est tout content parce que pour lui, les sauvageons, c'est l'ennemi en fait. Et donc c'est vraiment le fils d'adoption qui a été ajouté par la série pour renforcer le côté je suis tué par un membre proche de ma famille en fait. Donc on reparlera de l'assassinat de John. Rappelez-vous aussi la faux sur le mur. Il faut la rappeler, la faux sur le mur. Voilà, elle nous a marqué, ça n'avait pas du tout de sens, mais voilà. Enfin, en tout cas, bref, pour dire que les ajouts, enfin les changements sont là. Alors ça peut engendrer des changements de sens, comme par exemple le fait que John soit à Durlieu et pas qu'il délègue. Et l'accent est pas mal mis sur l'action ou l'épique, au dépend du côté mystérieux et magique qui de toute façon a vraiment été mis de côté par la série. Mais par exemple, il n'y a pas le corps de l'hiver dans Game of Thrones, alors que le corps d'hiver, il n'y a pas le côté tout mystérieux. Et à un moment donné, c'est dans le tome 2 où il trouve un manteau d'un frère de la garde de nuit, où à l'intérieur il y a un corps qui est fendu et où il y a des armes en obsidienne. Un poignard et des pointes de flèche de mémoire. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce corps, on soupçonne que ce soit le fameux cœur de l'hiver, donc le corps qui est censé pouvoir faire s'effondrer, entre autres, le mur. Il y a ce côté-là qui est vraiment mis de côté. Ça explique aussi pourquoi Mance Rayder organise la fuite des sauvageons, qui pense, lui, avoir un artefact qui permet de faire tomber le mur, etc., etc. Donc il y a quand même tout un enjeu autour de cette relique qui est absent complètement de Game of Thrones. Et là où vraiment va y avoir la grosse différence, c'est donc après l'assassinat de Jon Snow qui intervient à la fin de la saison 5. En saison 6, Jon Snow est ressuscité d'entre les morts par
Mélisandre, qui lui coupe les cheveux, lui fait un petit nettoyage et visiblement ça marche bien. Alors ça, on ne sait pas si c'est de la différence ou pas, parce que peut-être que Mélisandre enfin, il y a des chances que Mélisandre ait à voir avec la résurrection de Jon Snow. Mais bon, ça risque de pas être fait comme ça. Sachant que dans la mise en scène, je trouve qu'il y a quand même un doute. Parce que Mélisandre fait un truc, on a l'impression que ça échoue. Et après, on voit Fantôme ouvrir les yeux et Jon ouvrir les yeux, tu vois. Donc, je trouve que là, à ce niveau-là, je trouve qu'ils ont donné des éléments de réponse et pas trop en même temps. Je trouve que c'est une des rares fois où ils ont été malins, quoi. Oui, c'est ça. Disons que c'est pas le pire des différences qu'on peut pronostiquer entre la série et les livres. Donc, Jon Snow revient à la vie. Il va s'en prendre à ses meurtriers, en fait, ses assassins, puisqu'il va les faire pendre. Il va faire prendre Alice Sorn, qui avait été parmi ses assassins, Olly, etc. Il va kill the boy littéralement parce que c'est pas des finaux. Voilà. Puis il dit au revoir à la garde de nuit et il place Ed la douleur comme Lord commandant de la nuit. Il n'y a pas d'élection ou quoi que ce soit. Puis il se tourne vers Winterfell. C'est à ce moment-là qu'on va aussi avoir Jon qui est nommé roi du Nord par ses vassaux et par les sauvageons. On a cette fameuse bataille des bâtards contre Ramsay Bolton. Qui se solde par la victoire de Jon et l'arrestation puis la mort de Ramsay Bolton. Et ensuite, il sert plus à grand chose, puisque en saison 7, il plie le genou devant Daenerys et organise son expédition au-delà du mur qui ne sert à rien et au contraire, en fait, va précipiter la chute du mur. Dans la saison 8, en fait, on a l'impression qu'il est là vraiment simplement pour le retournement final, c'est-à-dire le moment où Jon va assassiner Daenerys. Et en fait, tout le reste du temps, il regarde un petit peu ce que fait Daenerys en faisant la moue, mais voilà, pas beaucoup plus. Les événements qui le concernent... Non, tu oublies un détail. Il abandonne Fantôme. Vraiment la pire scène de toute la série. Ouais. Je m'en suis jamais remise. Il le retrouve à la fin, il fait une petite gratouille. Après, ça c'est symptomatique de la série, le stade où elle en était venue, où elle cherchait absolument un truc pour qu'on parle d'elle pendant la semaine qui séparait 2 épisodes, et malheureusement c'est Fantôme qu'on a fait les frais, je pense, cette fois-ci. Enfin, tout ça pour dire que les éléments qui concernent Jon en saison 7 et 8 sont beaucoup extérieurs à lui-même. C'est le saison 7 et saison 8, c'est le moment où on apprend son ascendance royale. Donc le fait qu'il n'est pas le fils de Eddard, qu'il n'est pas le fils bâtard de Eddard, mais qu'en fait il est le fils légitime de Lyanna Stark, donc la sœur de Eddard, et de Rhaegar Targaryen, donc le prince héritier du trône de fer. Et c'est quelque chose qu'on a par les visions de Bran. Bran le dit, ça finit par arriver aux oreilles d'un petit peu tout le monde. Et la série... Il y a Samuel aussi qui trouve un acte de mariage à la citadelle que personne n'avait jamais vu avant. Voilà, mais c'est comme par hasard. En fait. Et le truc, c'est que la série, on fait rien en fait. On a l'impression que c'est mis parce qu'il fallait que ce soit mis, mais la série n'en fait rien. La chose n'est même pas évoquée par la suite. Il faut savoir que cette question de savoir quels étaient les parents de Jon Snow, les vrais parents de Jon Snow, était une question que George Martin avait posée aux 2 showrunners pour en fait entre guillemets un test pour savoir s'ils avaient été attentifs aux détails ou quoi que ce soit, et ça faisait partie des questions que George Martin avait posées. Alors on connaît pas la réponse, même si on s'en doute. Il l'avait calé dans la saison 1, je me souviens qu'il y avait une poutre gravée avec marqué R+L = J. Ouais, mais disons que ça faisait partie des détails que les fans voyaient en faisant pause à chaque seconde du truc, mais c'était pas quelque chose qui était trop mis en avant. Là, on a l'impression qu'ils l'ont mis vraiment pour finir un cycle et pour se dire voilà, on en a parlé, mais c'est tout. Point. De manière générale, si je peux donner légèrement mon avis sur la question, Jon dans la série ne sert que de caution action en fait. À partir du moment où on dépasse les noces pourpres, c'est-à-dire que la série devient un truc où il y a un drame politique qui intéresse beaucoup les showrunners à Port-Réal, et de l'autre côté, tout ce qui se passe autour, ça les intéresse pas tant. Et Jon, il fait aussi les frais du désamour des showrunners pour la partie Stannis, je pense. Qui se passe dans le Nord, et dans le Nord, finalement, la seule chose qui les intéresse, c'est Ramsay, en fait. Et tout le reste les intéresse assez peu. Donc Jon en fait les frais, au même titre que beaucoup de personnages, notamment dans les saisons 7 et 8. En fait, ce qui se passe, c'est que Kit Harington est un cascadeur formé, un bon épéiste, il est content de faire des scènes d'action, donc du coup, ils lui font des scènes d'action, et ça sert plus qu'à ça, quoi. Et justement,
Kit Harington, il devait revenir sur le devant de la scène. Nymphadora, qu'est-ce qui s'est passé? Et, On a eu des annonces, et puis ça a été désannoncé, et puis peut-être ça sera réannoncé. c'est ça. Et il y a eu beaucoup de fake news autour du projet, donc il faut un peu décrypter tout ça. Donc, la nouvelle en avait beaucoup surpris. HBO a réellement travaillé sur une série séquelle de Game of Thrones, donc une suite, explicitement, qui était centrée sur le personnage de Jon Snow. Donc il y a eu énormément d'informations qui ont tourné sur les réseaux sociaux autour de ça. Il y a des bribes d'interviews qui ont été remises, qui ont été sorties de leur contexte. Et vous trouverez encore aujourd'hui plein d'annonces qui disent que la série Jon Snow va sortir, nanani. Aujourd'hui, à ce qu'on sait, la série Jon Snow a été mise en carton et ne se fera pas. C'est un projet qui est officiellement abandonné. Et concrètement, on ne savait pas exactement ce qu'il allait y avoir dans la série. En tout cas, c'est vraiment un projet de Kit Harington qui a dit on pourrait faire une série séquelle. Le titre provisoire de la série, c'était Snow, qui devait donc se tourner autour de Jon Snow et de ce qui se passe après. L'équipe a été voir Martin, si je dis pas de bêtises, non? Kit Harington a été voir Martin, l'équipe a été voir Martin. C'est Kit qui a embauché son équipe de scénaristes, de showrunners. George Martin leur a donné son blanc-seing, il les a rencontrés, il a dit sur son blog que l'équipe était des gens formidables. Du Martin, quoi. Mais Martin était OK avec le projet. Dans cette série, on savait que Kit Harington aurait repris son rôle, évidemment. Emilia Clarke, donc Daenerys, avait annoncé que elle ne comptait pas revenir. On savait que Christopher Ifchu, donc Tormund, ne pouvait rien dire. On savait plutôt que certaines personnes s'étaient dites chaudes pour en être. Donc typiquement Liam Cunningham, donc Davos Mervo, avait dit que lui il était chaud pour reprendre son rôle. Maisie Williams, elle aussi avait dit grand bien de Kit Harington. Elle n'avait pas précisé si elle ferait ou non partie de la série, si elle souhaitait y apparaître, mais en tout cas, elle s'était dite excitée à l'idée qu'il y ait des histoires qui restent à écrire dans l'univers de Game of Thrones et qu'il y ait des suites qui existent. Donc depuis, le projet a été annulé officiellement par HBO. Ce n'est officiellement plus à l'ordre du jour, mais après, Kit Harington a dit il se peut que nous y revenions à l'avenir, mais pas dans l'instant. En fait, ce qui a beaucoup fait parler, c'est un article d'Entertainment Weekly qui est paru au mois de novembre cette année, l'année dernière, du coup, en 2024, où HBO a confirmé qu'ils avaient du développement autour de films futurs dans l'univers de Game of Thrones. Du coup, tout le monde s'est posé la question si ce projet-là allait pas revenir par la petite porte, par ce biais-là, en fait. Oui. Sachant qu'à cette époque-là, peut-être plus maintenant que les chiffres sont tombés, mais Warner, donc HBO et Discovery, regardaient un peu ce qui était en train de se passer autour de The War of the Rohirrim, donc la guerre des Rohirrim, basée sur les écrits de Tolkien, donc le dessin animé qui est sorti au mois de décembre, et en se disant, si ce genre de projet marche, il y a peut-être quelque chose à jouer du côté de Game of Thrones en donnant des suites sous la forme de films, sachant qu'il y a aussi des films qui ont été annoncés pour l'univers Peter Jackson de Tolkien, on va dire, avec notamment la chasse de Gollum. Alors non, c'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais c'est The Hunt for Gollum, réalisé par Andy Serkis, avec potentiellement peut-être des gens qui reviendraient dans les acteurs, donc autour de la traque de Gollum par Aragorn et Gandalf. Donc voilà, donc je pense qu'ils regardent de près comment tout ça va évoluer pour savoir s'ils donnent des feux verts à des films dans l'univers de Game of Thrones, et du coup, est-ce que Snow fait partie des projets? Peut-être, mais il est un peu tôt pour pouvoir affirmer quoi que ce soit. Ce qui serait une grande nouveauté, pour le coup. Un film. Enfin, un développement en film plutôt qu'en série. Grande nouveauté et continuité en même temps, parce que je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont revenus comme ça sous la forme de film. Je pense à la conclusion de Breaking Bad qui est revenue sous une forme de film à la fin, ou des choses comme ça qui font un peu des best-of pour nostalgique, quoi. donc c'est pas impossible non plus. Je trouve qu'il y a quand même une forme de continuité. Et sachant que l'un des gros
candidat à un film, c'est aussi La conquête d'Aegon, qui, pour le coup, a aussi été plusieurs fois annoncé comme peut-être une série ou alors une série à la suite de films télévisuels ou alors des vrais films. Donc l'autre gros candidat pour des films, c'est La conquête par Aegon le Conquérant. Encore un Aegon, quoi, finalement. Bon, bref, on va laisser de côté l'adaptation télévisuelle, on va revenir à une matière un peu plus littéraire. Je vais te laisser le crachoir, Nymphadora, puisqu'il est temps d'invoquer le nom de Joseph Campbell. Quand on parle de Jon Snow et de la figure du héros, de quel héros s'agit-il? Donc, on sait que Martin se réclame de l'héritage de Joseph Campbell, qu'il l'a lu, qu'il l'a détaillé, enfin qu'il l'a étudié. Et comment est-ce que ça se retrouve dans le parcours de Jon? Je vais te laisser nous expliquer un petit peu tout ça. Ouais, alors déjà, Campbell, c'est quoi? C'est qui? Vous avez peut-être entendu parler de monomythe, de Campbell peut-être, ou du voyage du héros. Ce sont trois notions qui vont toujours beaucoup ensemble. En fait, donc Campbell, c'est un mythologue américain. Donc, il a fait de la mythologie comparée et il a inventé ce qu'on appelle le concept de monomythe, qui postule que les mythes, les légendes et les contes du monde entier sont les expressions d'un même schéma narratif qui est très lié à une structure vraiment unique, qui est la structure du voyage du héros. Il a notamment écrit un livre qui s'appelle Le héros aux mille et un visages, qui est paru en 1949. Alors c'est The Hero with a Thousand Faces en anglais, mais qui en français est traduit par Le héros aux mille et un visages. Mais donc voilà, donc son idée, c'est vraiment de dire qu'il y a un schéma narratif que l'on retrouve partout. C'est un petit côté théorie du complot, Illuminati, mais en vrai, force est de constater que dans la pop culture, on retrouve ce voyage du héros à beaucoup d'endroits. Et donc on le retrouve notamment dans Star Wars, parce que George Lucas l'a admis que voilà, c'est pour écrire Star Wars, il s'est directement inspiré de Campbell et de son monomythe. Ouais, lui, c'est le premier à vraiment le revendiquer, finalement. Voilà. Quoi. L'idée, c'est vraiment de dire qu'un héros va s'aventurer, quitter le monde du quotidien pour un territoire surnaturel. Il va y rencontrer des forces fabuleuses, il va remporter une victoire décisive, puis il va revenir de cette mystérieuse aventure avec une faculté qui lui confère des pouvoirs et qui va l'aider à conférer des pouvoirs à ses proches. Donc vraiment, on a un schéma narratif qui va partir d'un appel à l'aventure. Ensuite, on a des défis, on a des tentations, et le héros va sortir transformé, réparé, puis va avoir une phase de retour. Et en fait, ce schéma narratif, il a ensuite été décliné par un autre monsieur qui s'appelle David Adams Lemming, qui l'explicite en 8 étapes. Et là, vous allez voir à quel point le parcours de Jon Snow se rapproche extrêmement bien de ces 8 piliers. C'est-à-dire que pour David Lemming, le voyage du héros dans le monomythe, c'est premièrement une conception et une naissance miraculeuse. Bon, alors on n'est pas totalement dans le miracle, mais en tout cas, on est dans le mystère de la conception avec Jon Snow. Ensuite, on a une phase d'initiation avec un héros qui est enfant ou très jeune. On va ensuite l'enlever de son cadre familial, et le préparer aux étapes. Donc là, on est totalement dans la phase de passage, de transition à la garde de nuit. Ensuite, on va avoir une phase de quête. Là, typiquement, Jon qui part au-delà du mur. On a ensuite la phase de mort, voilà, la confrontation à la mort. Là, littéralement, ça fait 10 ans que Jon est mort, donc on est en plein dedans. Il va y avoir un passage de descente aux enfers après la mort.
vraisemblablement, on pourra la voir dans la suite. Mais après cette phase de descente aux enfers, on a une phase de résurrection, de renaissance, qui se termine en apothéose et en ascension. Ce serait quand même bon de savoir si tous ces gens-là n'étaient pas chrétiens quand même, hein, parce que ça s'applique quand même à un schéma particulièrement Jésus. Hein. Voilà. C'est l'une des critiques principales qui est faite à Campbell, qui est de dire mais ton monomythe, mec, c'est complètement occidentaux-centré. Oui, d'accord. On retrouve effectivement beaucoup ce schéma narratif dans nos sociétés, notamment parce que on a notre héritage judéo-chrétien. Et John, pour le coup, est complètement une figure d'élu christique, quoi. Tu vois, il y a pas mal d'aspects qui permettent de faire le parallèle entre les deux. John, pour le coup, il s'inscrit complètement dans cet héritage. C'est-à-dire que John, il est quand même vraiment un héros campbellien par excellence. Et c'est un peu ce que je disais au début du podcast, quand je disais que John avait un côté un peu ennuyeux, et c'est parce qu'il a un côté vu et revu. C'est-à-dire que Jon Snow, c'est probablement le parcours dans le livre qui est le parcours le plus classique, le parcours auquel on a le plus l'habitude. Alors c'est aussi rassurant, ça a ce côté où, voilà, Jon, c'est le voyage initiatique, c'est le jeune qui va partir en quête et à l'aventure. C'est des schémas qu'on connaît et qui nous rassurent, mais c'est aussi des schémas qui ont un côté très vu et revu, qui passionnent parfois un peu moins. Typiquement, vous voyez, là, pour le podcast, on a mis énormément de temps à savoir qui est-ce qu'allait enregistrer ce podcast, parce que globalement, dans l'équipe, il n'y a pas grand monde qui avait envie de parler de Jon Snow, parce que Jon Snow, il ennuie quand même beaucoup les gens, à cause de ce côté très vu et revu. C'est quelque chose, voilà, oui. Après, il y a quelque chose d'assez passionnant dans ce que fait Martin, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'un seul voyage du héros. C'est-à-dire qu'il met un voyage du héros dans un voyage du héros dans un voyage du héros. C'est-à-dire qu'on commence à Winterfell, on pourrait se dire le point de départ c'est Winterfell, c'est son quotidien, c'est ça qu'il va quitter, il va aller à la garde de nuit, il va avoir des épreuves, mais une fois qu'il est à la garde de nuit, on recommence un voyage du héros et on va le forcer à quitter la garde de nuit pour aller chez les sauvageons. Une fois qu'il est chez les sauvageons, on pourrait presque redémarrer un voyage du héros, il va être amené à repasser le mur sous sa forme sauvageonne pour aller... Enfin, on va avoir tout un tas de choses comme ça où, en fait, il n'y a pas qu'un seul voyage, en fait, dans le voyage de Jon. Et c'est ce qui rend le truc un peu plus passionnant. Je pense que si on s'était juste contenté de... Il part de Winterfell et il y revient, quoi, finalement. Même si c'est probablement la destination finale de son parcours. En tout cas, c'est celle qu'a choisi la série. On a quand même cette idée-là. Il a plusieurs passages par des enfers en fait différents, plusieurs passages où il est confronté à la mort, plusieurs passages où il a plusieurs figures de mentors qui l'accompagnent aussi, etc. Et d'ailleurs, le voyage du héros, c'est pas non plus le seul à en vivre dans la saga. On peut penser à Bran, Sansa, Arya, elles ont aussi leur voyage du héros. Mais Jon, ça reste quand même le personnage qui s'inscrit le plus dans cette vision christique et dans cette vision du monomythe. C'est vraiment le plus archétypal, en fait, finalement, de ce truc. Après, il faut quand même signaler que, heureusement, on commence un peu à se dépatouiller de cette vision du voyage du héros. Heureusement, il y a quand même d'autres philosophies narratives aujourd'hui. On peut citer notamment Vogler qui a un gros impact sur les constructions narratives aujourd'hui à Hollywood. Peut-être un peu trop, hein, parce que les gens prennent un peu trop à la lettre aujourd'hui à Hollywood de ce qu'il avait. Enfin, on commence à s'en détacher, mais clairement, entre 2000 et 2020, il y avait... on utilisait quand même beaucoup Vogler pour écrire des histoires, quoi. Et il y a lui, et il y a Truby aussi, donc Truby qui a écrit l'anatomie du scénario, qui pareil est aussi énormément utilisé par les écrivains, mais Truby, lui, en fait, il va réfléchir plutôt sa structure narrative en mettant les personnages en relation les uns aux autres. Et donc ça, on peut aussi le retrouver beaucoup avec le parcours de Jon Snow, puisque on a des parallèles systématiques. Typiquement dans le dernier tome, quand on parle de son apprentissage de la politique, on a un personnage en miroir qui est Daenerys. Et en fait, Truby, lui,
travaille énormément sur les archétypes de personnages et sur la confrontation des archétypes de personnages entre eux pour que le voyage du héros soit éclairé par le voyage de tous les autres personnages autour de lui. Et il travaille aussi énormément sur la faiblesse et le besoin du personnage. Le personnage, il a une faiblesse à surmonter, il a un besoin à remplir, et c'est comme ça qu'il va se mettre en mouvement. Son mouvement va être confronté aux besoins et aux faiblesses d'un adversaire, et ces deux adversaires vont s'affronter jusqu'à un combat final, une révélation personnelle sur le héros. Donc on est plutôt sur une logique psychologique et sur une logique d'objectif et de besoin à remplir avec Truby. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve énormément dans les récits aujourd'hui. Et notamment, chez qui est-ce qu'on va retrouver ça, Babar ? Eh bien, écoute... Si on devait citer une référence arthurienne pour aller là-dedans. Et oui, on va parler maintenant. Alors, John, il y aurait moyen de faire un podcast de 50 heures. Oh, on est déjà bien long, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à analyser dans ce parcours du héros. Et on a décidé, en fait, de se concentrer sur un récit qui a influencé George Martin, comme il a influencé d'autres auteurs anglo-saxons, qui est le héros arthurien dans la version de T.H. White, The Once and Future King, qui est donc une grande référence pour nos amis anglo-saxons, qui est quasiment pas connu en France pour le coup. C'est vraiment, nous on a Chrétien de Troyes pour récit arthurien, c'est essentiellement Chrétien de Troyes, mais les versions... Alors après c'est pas la même période d'auteur, parce que T.H. White c'est un auteur du XXe siècle. Ouais, voilà. C'est un auteur du XXe siècle. Alors T.H. White, quand il fait son roman, il s'appuie aussi beaucoup sur la version de Thomas Malory, qui est un auteur, alors je crois du 14e siècle, pardon, qui est un auteur du 14e siècle, qui a écrit le Morte d'Arthur, qui là aussi a pas mal d'impact en fait sur les auteurs anglo-saxons, et de la même façon en fait assez peu chez nous. C'est parce que c'est la grosse compile anglo-saxonne, voilà. Ça pour le coup, c'est dedans il y a tout, ça va du début à la fin, et généralement quand on a lu un bouquin du Moyen-Âge sur les légendes arthuriennes en Angleterre et dans le monde anglo-saxon, c'est celui-là. Mais sachant que ça, en fait, The Once and Future King, il souffre en France énormément de soucis de traduction. C'est-à-dire qu'il n'a pas été traduit, ou alors il a été mal traduit. Puis enfin, bon, bref, c'est aussi pour ça qu'on n'y a pas vraiment accès, parce que quand c'est pas traduit, on risque pas de le lire. Déjà en français, ça s'appelle l'épée dans la pierre. Hein. Faut le préciser pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans. Ça s'appelle l'épée dans la pierre, et ça a aussi donné pour le coup l'adaptation de Disney, Merlin l'Enchanteur. Voilà. C'est ça. Et en fait, ces deux auteurs, alors du coup, ont été lus par Martin. D'ailleurs, The Once and Future King est une lecture que recommande très chaudement George Martin, lorsqu'il a fait la liste des lectures qu'il recommande, et ça en fait partie. Et si on fait référence à Malory, on sait qu'il a été lu par Martin, puisque les jumeaux Arik et Eric Cargill, qu'on retrouve dans House of Dragon et dans La Danse des Dragons, ont été inspirés directement par deux personnages qu'on retrouve chez Malory. Et qu'on retrouve dans le Trône de Fer, puisque finalement c'est le nom aussi des jumeaux de Olenna Tyrell. Exactement. Donc voilà, en fait, on a un auteur qui, des récits arthuriens anglo-saxons qui irriguent aussi l'imaginaire de George Martin, et qu'on va retrouver. Il y a notamment, alors là je vais renvoyer un article de Justine Breton, dont on mettra la référence, qui a justement étudié le parcours du Jon de Game of Thrones, pour le coup pas des bouquins, mais du Jon de Game of Thrones, avec le récit d'Arthur, avec le parcours d'Arthur dans le roman de T.H. White, parce que T.H. White, vraiment sa particularité, c'est qu'il s'intéresse à la jeunesse d'Arthur, et en fait dans ce récit de T.H. White, Arthur va passer par plusieurs métamorphoses animalières, et au cours de ces métamorphoses animalières, en fait, il va découvrir à chaque fois des systèmes politiques et sociétaux différents, une organisation sociale qui est différente. Donc, il commence par être transformé en poisson, il découvre la monarchie absolue. Il va ensuite, alors il y en a plusieurs. Il va voir ensuite la hiérarchie militaire, quand il est transformé en faucon, puis en tant que fourmi légionnaire, il va se confronter à un régime communiste et fasciste. Ensuite, il passe par l'étape du blaireau,
symbole de la sagesse dans la littérature britannique. Vive les Poufsouffles. Et il finit par Loi sauvage, où il comprend en fait que en prenant de la hauteur, les frontières humaines, les frontières entre les différentes nations humaines sont assez arbitraires et accessoires. Et en fait, ça préfigure l'unification de l'île de Bretagne par Arthur quand il sera roi. Et en fait, John suit, alors avec quand même des différences, des variations, mais va suivre en fait à peu près dans cet ordre-là la découverte en fait de ces différents mondes quand il va être confronté d'abord à l'arrivée du roi Robert, donc le côté monarchie, puis son intégration à l'ordre militaire de la garde de nuit, puis la découverte de Craster, du fonctionnement du microcosme en fait de Craster, son intégration chez les Sauvageons, et enfin quand il retourne, quand il rentre sur le mur, avec justement cette volonté chez John de mettre d'un côté du mur les humains, tous les humains, donc c'est-à-dire les humains de la garde de nuit, des Sept Couronnes, mais aussi les Sauvageons, face aux autres. John a vraiment cette idée, enfin en tout cas revêt cette notion de en fait on va unifier l'humanité pour lutter contre un mal extérieur. Et c'est ce qu'il tente de faire plus ou moins facilement. Ça se finit pas super bien pour lui comme on l'a vu, mais en tout cas il y a ce côté-là. Donc en fait il y a vraiment voilà cette idée d'inspiration chez Martin qu'on va retrouver chez John et qui fait partie de la formation en fait du héros. Il est confronté à différentes organisations, il va prendre les éléments qui l'intéressent pour former à la fin une société qui est vue comme idéal, ou en tout cas une société qui fonctionne mieux. Alors je dis tout de suite, on en reparlera probablement, mais que en fait, comme souvent, Martin ne puisse pas qu'à un seul endroit pour faire John, puisque John a aussi été rapproché, alors cette fois-ci c'est par un article de William Blanc, de héros de western, et notamment du héros de Danse avec les loups, où on a un héros qui donc américain, qui fuit et qui va trouver refuge parmi les Sioux, qu'il voit d'abord comme barbare, puis qu'il apprend à connaître. Donc c'est pareil que John, lorsqu'il rentre chez les Sauvageons, il en apprend les codes, etc. Et pareil, ça se finit pas forcément de la meilleure façon. Voilà pour ces éléments. Je me permets de faire une petite incise parce que c'est le moment où je vais faire un peu de lobbying. Alors non pas pour les Bracken et les Nerbosques, mais comme ça c'est cité dans le podcast, mais pour un autre type d'écrit, parce que si vous aimez les systèmes politiques, les animaux et Joseph Campbell, vous pouvez aller lire Watership Down de Richard Adams, qui est aussi une des grandes références de Martin, dont il recommande chaudement la lecture, où on va retrouver ce type de parcours avec des lapins qui sont chassés de leur garenne, du coup, qui ont leur propre système politique, et qui vont du coup errer de garenne en garenne jusqu'à découvrir l'endroit où ils pourront vivre de la manière la plus idéale possible, après avoir testé plusieurs, on va dire, écoles de vivre ensemble, qui ne fonctionnent pas forcément toutes. Voilà, mais voilà. On l'a déjà cité dans le podcast sur Tolkien, je me permets de le repréciser ici, c'est une lecture je trouve indispensable pour bien comprendre comment Martin voit, on va dire, son rapport à l'évolution des personnages. C'est toujours en rapport avec un système politique généralement. C'est pas juste une évolution psychologique. Certes, elle existe, mais c'est aussi une manière de vivre avec les autres et qui est assez prégnante dans son écrit. Et justement, en parlant de gens qui aiment vivre avec les autres, Nympha, est-ce qu'on parlerait pas un peu de Paul Atreides ? Oui, on va parler très brièvement, mais effectivement, une autre figure extrêmement classique du héros du monomythe. On a Arthur d'un côté, mais on peut aussi penser à Paul Atreides, donc le héros de Dune, qui est aussi un mec qui va partir dans le désert récupérer son patrimoine familial. Alors certes, il est pas bâtard, mais il va lui aussi se confronter à un autre système de pensée, de valeurs, un autre système politique. Il va y arriver avec ses préjugés et il va apprendre à connaître les gens qui l'entourent et s'aventurer dans des territoires nouveaux et des territoires où il va progressivement récupérer des compétences surnaturelles. Donc voilà, Paul Atreides, c'est aussi une des figures qu'on peut rapprocher de John. Après, Paul, il a aussi des avatars qu'on peut rapprocher de Daenerys,
notamment ce côté Muad'Dib, tout ça, et de leader charismatique d'un peuple sur lequel on a beaucoup d'échos avec Daenerys. Le White Savior, c'est une manière générale. Totalement, voilà, quand on pense par exemple, alors pour le coup ça c'est une vision qu'on a et qui nous vient de la série télé, le moment où Daenerys fait son bain de foule en mode full White Savior, ça tu vois globalement la même chose chez Paul Atreides. Le sauveur blanc, hein, pour ceux qui ne sont pas anglophones. Donc cette espèce de figure occidentale qui va venir sauver et éduquer des peuples considérés ou comme barbares ou comme non civilisés, un peu. Quelque chose d'un peu colonial dans tout ça. Mais qui chez Martin, par exemple, justement, où Daenerys commence comme ça, et ça se passe pas super bien pour elle, hein, justement, et où je trouve en tout cas que... probablement une déconstruction exactement. de ce parcours. Mais on ne sait pas jusqu'à quel point, puisque nous n'en sommes encore au milieu du parcours de Daenerys. Après, on peut aussi, typiquement, Paul Atreides, il a aussi un avatar avec Bran, parce que son usage de la prophétie, de la prémonition, on peut le retrouver très très fortement avec Bran, et on en avait parlé dans le podcast sur Bran, mais sur le fait que tout savoir, c'est pas forcément quelque chose qui après rend les personnages très sympathiques. Et en tout cas, sur la partie monomythe de Paul Atreides, très clairement on retrouve un parallèle avec le parcours de Jon Snow. Notamment dans la partie assimilation des mœurs sauvageonnes et des choses comme ça. C'était à ça que je pensais principalement, j'avoue, quand on a commencé à en parler. Et y a un élément dans le monomythe qui va revenir avec un gros machin de glace qui est au milieu de la carte, finalement. Babar, tu veux nous en parler un petit peu ? En fait, on a une des étapes, parce qu'en fait, comme Nanfa l'expliquait, chez Campbell, en fait, il y a plusieurs étapes. Il y en a 12 des étapes de la formation du passage du héros. Et il y en a en fait un qui est le passage d'un seuil qui est censé transformer le héros. Et dans le parcours de Jon, en fait, le mur sert pas mal de passage d'un seuil. Jon le traverse à plusieurs reprises. La première fois qu'on le voit vraiment traverser dans son point de vue, hein, ça c'est le moment où il va au-delà du mur pour aller prêter serment devant les barrals qui sont au-delà. Donc en fait, il part en étant une recrue et il repasse sous les murs en étant un frère juré de la garde de nuit. De la même façon, il part de l'autre côté au-delà du mur, il traverse le mur et il en reviendra de façon un peu détournée, puisque cette fois-ci, lorsqu'il repasse de l'autre côté du mur, il passe pas sous le mur, mais il passe au-dessus du mur, hein, c'est son ascension du mur, et ça fait écho en fait au fait qu'il a tourne Kazakh entre guillemets, puisqu'il est passé du côté des sauvageons, faussement, hein, mais voilà, il est sous couverture. Et il y a un autre passage, c'est dans Dance with Dragon, où il va de l'autre côté du mur. C'est quand il accueille les sauvageons qui avaient suivi Tormund, que Val finit par ramener. Il y a tous les sauvageons en fait qui suivent Tormund, qui sont à peu près 3000, et en fait Jon les accueille au-delà du mur. Et il y a un passage assez intéressant où en fait on voit les sauvageons lui rendre hommage. Alors il ne s'agenouille pas, mais il lui prête serment, mais à lui personnellement, en fait, comme on le ferait d'un chef, d'un dirigeant, même d'un roi. Et en fait, donc il part, il rentre sous le mur. Donc il repasse de l'autre côté du mur en ayant justement cette figure beaucoup plus forte, hein, de chef de ces sauvageons. Donc en fait, à chaque fois que Jon passe par le mur, il y a une transformation, il est transformé. Et c'est ce que Chris expliquait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que une seule itération des étapes du héros chez Jon. En fait, il y en a plusieurs à plusieurs reprises et tout au long de son parcours. Un parcours qu'on peut qualifier d'initiatique, du coup, avec Jon qui du coup se construit en tant que dirigeant, qui va être amené à tuer l'enfant, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, et un parcours qui s'inscrit dans un schéma narratif qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est le schéma narratif du faux bâtard, qu'on va retrouver, qui est une sous-catégorie du monomythe. Mais Nymphadora, est-ce que tu peux expliciter un petit peu plus ce qu'est le faux bâtard, du coup, dans cette histoire? Alors, on le retrouve notamment chez T.H. White avec Arthur, et c'est notre bâtard qui prétend à la royauté. On va avoir
un bâtard qui a en fait une ascendance royale. On a aussi la même chose dans L'Arcane des épées de Tad Williams, qui est aussi un roman qui a fortement inspiré George R. R. Martin. Et donc c'est vraiment cet enfant qui grandit en étant regardé de travers parce qu'il n'a pas une naissance du bon côté du lit, mais qui en fait est finalement le roi véridique, le roi véritable, celui qui a vraiment l'ascendance royale pour lui. Avec Jon Snow, évidemment, toutes les théories convergent sur le fait que Jon Snow est le fils légitime, peut-être pas légitime, mais on suppose quand même qu'il y a eu mariage entre Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen, et qui ont fait donc du coup un héritier légitime du trône de fer. Donc on a cette idée du roi qui grandit caché, qui grandit aussi du coup auprès du bas peuple, et qui comme ça peut apprendre à mieux connaître le bas peuple parce que lui n'a pas été élevé comme étant quelqu'un à qui on doit tous les privilèges, mais qui va du coup pouvoir apprendre et dont on va découvrir l'ascendance au fil des pages. C'est l'anti-Joffrey, quoi, C'est vraiment. l'anti-Joffrey, complètement. C'est vraiment un trope d'écriture qui pullule. Hein. L'élu qui en fait grandit dans son placard pour en fait être un héros qui peut sauver le monde ou qui peut devenir le roi, c'est quelque chose qu'on retrouve complètement dans les années 90, notamment au moment où George Martin écrit sa saga. Au moment où Jordan sort sa saga aussi, puisque c'est 90, le premier tome de La Roue du Temps. Donc j'ai pas fait une référence placard pour rien, c'est parce que je pensais à Harry Potter en l'occurrence. Voilà, Harry Potter, c'est aussi cette figure du faux bâtard. On a donc chez Jordan une figure d'un faux bâtard qui est en fait l'élu d'une prophétie, et on a énormément de références explicites au mythe arthurien. On a aussi un personnage comme Fitzchevalry chez Robin Hobb, qui lui aussi est un bâtard qui finalement est promis à de très grandes choses et qui a des compétences extraordinaires de par son ascendance. Et c'est quelque chose que Martin adore. Franchement, cacher des bâtards, mais les princes qu'on cache en bâtard, il y en a partout. Enfin, vous aurez remarqué que un autre prince caché, et qui en fait est peut-être un vrai bâtard en plus, c'est Aegon VI. Aegon VI, qui est un bébé échangé à la naissance et qu'on a finalement fait grandir de l'autre côté du détroit. Et pour le coup, lui est vraiment un Moïse dans son histoire. Hein, mais ouais. Mais voilà, mais on a aussi un petit point roi maudit qu'on peut caser ici, parce que la scène de l'échange des bébés, on la retrouve ici avec Egon VI qui a été échangé à la naissance avec un autre bébé qui lui ressemblait pour pouvoir soi-disant le sauver. Échange de bébés que l'on retrouvera par Jon aussi. Puisque Jon lui-même va également échanger des bébés. Il va échanger le fils de Mance Rayder avec le fils de Vert, qui du coup grandira très loin de sa mère. Ça déprime beaucoup sa mère. Mais donc effectivement là aussi, c'est pourquoi, c'est pour protéger cet enfant royal qui du coup grandira caché. Et tout ça pour le protéger de, en l'occurrence, Mélisandre, qui veut du sang de roi et qui a des vues sur le fils de Mance Rayder. Au passage, on revoit là une autre caractéristique d'écriture de Martin, c'est quand il aime bien une référence, une anecdote historique ou un retournement de situation qu'il a trouvé, il le met un petit peu partout. Voilà, c'est une caractéristique. Là, c'est pareil, je t'écoutais parler d'Aegon VI, mais en vrai, il y a un vrai bâtard caché en prince qui est Joffrey. Quand je disais c'est un anti-Joffrey, c'est vraiment, tu reprends la figure, tu la retournes, et c'est la même chose, quoi. Ah mais complètement, voilà. Oui, c'est un vrai bâtard, puisqu'il n'est pas fils du roi lui-même, rappelons-le. En plus d'être un vrai bâtard, au sens bâtard.
Et si la question du bâtard en fantasy vous intéresse, on avait eu un podcast passionnant avec Marie-Lise Fèvre, William Blanc et Fabien Cerruti à l'occasion de notre cycle sur les feux noirs qui s'était achevé un peu avec tout ça, parce que des feux noirs, des bâtards, des trucs comme ça, on en a beaucoup parlé. Une fois de plus, comme disait Babar, quand il aime bien une figure, Martine, il la met partout. Mais ce n'est pas la seule inspiration, on va dire, qu'on va pouvoir retrouver dans le personnage de John. On n'a pas seulement le monomythe, on n'a pas seulement le faux bâtard, il y a également le héros tragique, parce que, bon, quitte à ce qu'il fasse la moue, autant que ce soit pas pour rien. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce côté, on va dire, un peu antique de John Babar? Vas-y, c'est ta minute. Voilà, incroyable. On ne pouvait pas faire un podcast où je suis sans parler d'antiquité, c'est pas possible. Ça, c'est marqué dans la charte de la garde de nuit. Impossible. Mais oui, en plus, pour le coup, ça se prête vraiment bien avec John, parce que en termes de héros tragique, il est quand même assez fort. L'élément le plus évident dans son parcours de tragique, c'est sa mort. Son assassinat, qui reprend vraiment la mort de Jules César, à la fois chez Shakespeare, voilà, le point shakespearien est mis après les rois maudits, et qui reprend aussi le texte de Suétone, donc un auteur antique qui raconte la mort de César, que George Martin a lu, qu'il aime beaucoup aussi. Donc en fait, il y a ces éléments qui sont là. Alors on rappelle que la mort de César est due à une conspiration de sénateurs républicains qui l'assassinent de 23 coups de couteau au moment d'une séance du Sénat, après que César se soit fait élire dictateur à vie. Alors, au niveau des inspirations, John est assassiné par ses frères de la garde de nuit. Donc on retrouve le côté parricide, donc on tue l'un des siens. La conspiration est menée par un personnage qui s'appelle Bowen Marsh, dont on a donc du coup déjà parlé, qui est le lord intendant de la garde de nuit. Il y a une petite malice de la part de Martin sur le nom de famille de Bowen Marsh. Marsh étant en anglais le mois de mars, qui est le mois auquel César a été assassiné. John est assassiné de plusieurs coups de couteau comme César. Alors on n'a pas encore le nombre de coups de couteau. Moi j'attends vraiment le chapitre dans Tuo où on verra le corps de John avec 23 coups de couteau. Voilà, je suis très déçue s'il n'y est pas. Il y a le côté aussi de, en fait, on tue quelqu'un qu'on voit comme un tyran pour sauver quelque chose. C'est pour ça qu'il y a les membres de la garde de nuit qui assassinent John, qui disent pour la montre, parce que je pense que ils croient sincèrement. Non, alors ils disent pour la garde et pas pour la montre. Pour la garde, et nous on avait dit pour la montre, mais exactement, for the watch. Et vraiment il y a ce moment en fait où Bowen Marsh en fait il le souffle et dans le livre il y a des larmes en fait qui coulent. Et le récit, alors je vais pas du tout rentrer dans les détails, mais pour le coup, l'inspiration vient aussi bien de Shakespeare que de Suétone. De Shakespeare, on a tout le côté aussi mise en scène avec les prophéties qui lui sont faites avant, qui sont faites avant César. En fait, César, il a des mauvais augures, il y a des mauvais rêves. Et chez John, c'est pareil. John est mis en garde plusieurs fois par Mélisandre. Qui lui dit en fait j'ai vu un petit peu des crânes et des couteaux autour de toi, donc c'est pas foufou. Et l'image du crâne aussi est quelque chose d'assez important dans les pièces de théâtre, dans les tragédies de Shakespeare, en termes de mise en scène aussi. Mais on a aussi le récit de Suétone. Faut liser le passage vraiment d'assassinat, de la mort, de l'assassinat de Jules César dans Suétone. Relisez à côté celui de John, et en fait on suit les mêmes éléments. On commence par attaquer à la gorge, y a une protection au niveau du bras, puis les autres arrivent, l'assassinent, etc. et finit par tomber. Donc voilà, en termes de héros tragiques, Martin a cette double inspiration sur John. Et si vous avez la flemme de lire Suétone, vous pouvez juste regarder la série Rome, qui reprend explicitement aussi la mort de Jules César de Suétone, et donc du coup vous pouvez la voir dans Rome. Ce qui est rigolo, c'est qu'une fois de plus, tu disais, quand il aime un motif, il le met partout. Moi, je me souviens de ma lecture de Dance, où, je sais plus, vers le milieu du livre, je me suis dit, allez, je vais me faire un petit kiff, parce que moi, j'aime bien faire ça. Et je vais regarder la dernière ligne du livre. Et la dernière ligne du livre parle de dagues dans le noir. Et comme j'avais déjà eu des trucs sur John, je me disais, oh putain, mais qu'est-ce qui va se passer, ça va être fou. Et finalement, l'épilogue ne concerne pas John, mais le motif se répète. Voilà. On peut dire ça comme ça.
Donc si vous n'avez pas encore lu l'intégrale 5, c'est l'occasion d'aller la lire. Vous verrez, c'est très différent de l'épisode 10 de la saison 6 avec un septuaire qui explose. Voilà. Pour ce qui est du héros tragique, c'est également un héros qui est marqué par plusieurs choses. On a parlé des prophéties qui concernent sa mort, mais il y a aussi les prophéties qui le concernent lui. Il y a la mort qui l'entoure, et peut-être je vais passer la parole du coup à Nymphadora sur ce côté-là, parler de la mort qui entoure Jon finalement, et des prophéties qui le concernent aussi. Tout à fait. Alors Jon, déjà, il a des rêves prophétiques. Parfois, il a des rêves de loup. Donc, il a des rêves qui disent la vérité. Donc, c'est un héros qui est beaucoup prisonnier de sa prophétie. Et c'est un héros qui est peut-être un héros prophétique, puisqu'il pourrait être le prince qui fut promis. Alors, le prince qui fut promis, c'est un motif qu'on retrouve partout dans la saga, qui fait l'objet de beaucoup de décryptages sur le blog. Donc, je vous laisserai surtout lire ces décryptages parce que vous y trouverez des éléments passionnants et vous verrez également que d'autres personnages pourraient être le prince qui fut promis. Ce n'est pas forcément Jon Snow, mais en tout cas, Jon Snow a énormément de caractéristiques du prince qui fut promis et a ce caractère très tragique, puisque le prince qui fut promis, c'est aussi un personnage tragique, dans le sens où il est lié à Azor Ahai, qui doit tuer sa femme pour accomplir son destin. Et en parlant de tuer sa femme pour accomplir son destin, Jon Snow ne tue pas Ygritte, mais Jon Snow s'en veut énormément de la mort d'Ygritte et fera énormément de rêves dans Dance with Dragons où il se voit directement tuer Ygritte. La mort d'Ygritte, c'est aussi un schéma tragique dans la vie de Jon que l'on peut rapprocher de toutes ces bonnes vieilles pièces shakespeariennes où le héros doit tuer son aimé qui était dans le mauvais camp. Voilà. Bon, évidemment, on peut penser à Roméo et Juliette. Et justement, puisqu'on parle de la femme aimée, il est temps de parler de cette fameuse citation. On va quitter un peu le domaine des amours, de la figure historique, pour s'intéresser un petit peu à la philosophie, avec cette célèbre maxime Tabernacle, comment c'est que tu connais rien de Jean en neige, comme c'est bien traduit en québécois, tout à fait. Donc, t'y connais rien, Jon Snow. Une phrase quand même qui est prononcée 35 fois dans la saga papier, hein, donc c'est quand même pas rien d'avoir une telle occurrence de cette maxime qui apparaît pour le coup avec Ygritte, qui va être reprise, si je dis pas de bêtises, je crois que Mélisandre lui dit ça à un moment, ce qui va beaucoup le troubler. Donc à partir du moment où une rousse lui adresse la parole, de toute façon, il est dans ses petits souliers, le jonjon, comme on dit. Et pour le coup, ça rapproche un peu Jon de Socrate, hein, tel qu'il est décrit par Platon, avec cette fameuse citation « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Et finalement, ça va un peu traverser le parcours du personnage qui va accepter son ignorance, qui va contourner ses préjugés pour pouvoir prendre finalement les meilleures décisions possibles, et qui va essayer de s'entourer en tout cas de gens qui sont capables de le conseiller, en tout cas dans un temps, pour pouvoir prendre les meilleures décisions à partir du moment où il va exercer le pouvoir. Donc on peut voir ça par exemple avec sa politique d'ouverture aux sauvageons, puisqu'il a appris à les connaître, il ne les connaissait pas, il apprend à les connaître, et du coup il connaît les leviers qu'il peut utiliser avec eux, comment est-ce qu'il peut s'adapter pour pouvoir prendre des décisions qui sont empreintes de sagesse, et donc essayer de sauver l'humanité un peu de cette manière-là. C'est en tout cas ce qu'on va retrouver dans cette partie philosophique. Babar, oui. Ouais, et j'en profite aussi pour dire aux gens qui ont un peu le temps de jeter un coup d'œil aux relectures qu'on a fait des différents tomes, et notamment celui du tome 5, où justement, en fait, comme on analyse chapitre par chapitre, en fait, tous ces éléments-là de politique de Jon Snow et de je ne sais rien, mais j'essaye d'apprendre, j'essaye plus ou moins bien, et assez bien mis en avant. Mais c'est pas la seule chose qui traverse Jon. Il n'est pas seulement le héros de Socrate, il est aussi le héros d'une certaine forme de morale, et je vais repasser la parole à Nymphadora pour expliciter un petit peu tout ça. Oui, alors effectivement, quand on pense à Jon Snow, on pense à son fort sens moral, à son fort sens de l'honneur. Jon, c'est probablement l'héritier
le plus fort de Ned Stark dans ce sens-là. C'est-à-dire que Jon, il a des principes et il ne veut pas déroger à ces principes, ou en tout cas, il a beaucoup de mal à en déroger. Et en ce sens, on peut y voir une forme de morale kantienne, donc de Kant, qui nous disait que globalement, la façon d'agir, c'est selon la maxime qui fait que tu dois vouloir qu'elle devienne une loi universelle. Tu ne dois pas aller contre tes principes. Ça s'oppose notamment à la morale conséquentialiste que l'on retrouve dans le personnage de Tywin Lannister en particulier, et dans les actions des Lannister de manière générale, qui en tout cas vont toujours s'arranger des choses pour pouvoir avoir une action politique, et donc qui vont être pragmatiques, même si ça va parfois contre leurs principes. Jon Snow, lui, c'est pas le cas. Jon Snow, il est complètement prisonnier de ses principes sur beaucoup de points. Il va apprendre, il sait qu'il ne sait pas, et donc du coup, il est beaucoup plus souple que Ned Stark, qui lui est globalement le grand chantre de la morale kantienne. Franchement, si vous cherchez un exemple de morale kantienne, je pense que Ned Stark, c'est l'exemple parfait. Mais n'empêche que Jon, il est quand même très proche de son papa sur ce point-là. Et c'est également ce qui va en faire un bon roi, un bon monarque. En fait, selon Kant, la seule façon pour faire coexister les hommes qui sont par nature des animaux égoïstes qui vont servir leurs intérêts personnels, c'est qu'il faut un bon roi, quelqu'un qui est une figure rare, précieuse, qui sait aller au-delà de ses intérêts personnels pour faire passer le bien-être du collectif et la morale avant les intérêts personnels. Et donc Jon, c'est typiquement un personnage qui incarne cela, et c'est lui qui incarne beaucoup dans la saga de Martin, la figure du bon roi. C'est une thématique qu'on va retrouver dès le premier chapitre de Jon Snow, parce que Jon Snow, il s'interroge dès ce moment-là sur la façon dont Robert Baratheon se projette, et il le trouve sacrément décevant. Donc lui-même se pose la question de ce qu'est un bon roi, d'une certaine manière. Il va discuter autour de Daeron qui est son héros d'enfance, qui est une figure du bon roi contestable. Qui est une figure de roi totalement contestable, parce que c'est un roi guerrier qui aura tué sacrément beaucoup de monde. Mais justement, c'est aussi quelque chose qui est discuté avec Benjen. Benjen lui dit, moi, mais non, en fait, Daeron, c'était pas un bon roi. Et donc, en fait, c'est vraiment aussi quelque chose qui va émailler le parcours de Jon Snow tout au long, ce questionnement de qu'est-ce que c'est qu'un roi moral. Et le bon roi, c'est aussi celui qui refuse le pouvoir. Et Jon Snow va refuser le poste de Lord Commandant. Il n'en veut pas. Le bon roi, c'est celui qui ne veut pas du pouvoir et qui, du coup, est parfait pour incarner le pouvoir. Alors, évidemment, dans la série télé, c'était encore plus porté à son pinacle, avec tout le truc autour de Jon Snow, qui était la figure du roi du Nord alors qu'il ne voulait pas. Qui est l'héritier légitime et qui embrasse pas son héritage, exactement, etc. Voilà. Donc, dans la série télé, c'est quelque chose qui est encore poussé à son paroxysme, mais même dans les livres, Jon refuse le pouvoir, alors que il y a énormément d'éléments symboliques qui tissent un lien entre Jon et la royauté. Donc, on a plein d'articles encore sur le site de la Garde de Nuit qui explicitent à quel point le parcours de Jon est un parcours de royauté, avec énormément de symbolique. Un tout petit point, effectivement, alors qui se situe à la fois entre le héros de Socrate et le héros de Kant, enfin la morale kantienne. Vous vous rappelez quand j'avais dit au tout début, comme quoi Jon, parmi les trucs qui faisaient que je l'aimais pas beaucoup, c'est que il trouvait les livres comme quelque chose de poussiéreux, un peu nul ou quoi que ce soit. Et symbole du fait qu'il est capable d'apprendre, de changer et justement de se renseigner pour être un bon dirigeant.
l'un des tout derniers chapitres de Dance with Dragon, donc du tome 5, s'ouvre sur le fait que Jon se réveille en sursaut. Il s'est endormi sur des livres qu'il a consultés pour pour avoir des informations sur l'au-delà du mur, sur justement les autres, etc. Donc preuve vraiment que Jon a évolué et sait maintenant où chercher les informations dans les livres. Bah, c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a aussi un aveu de c'est pas mon truc, mais du coup je m'entoure de la bonne personne qui est Samuel du coup, et à qui il délègue la mission de trouver des informations pour le coup. Pendant en tout cas la fin de Storm of Swords et le début de Dance with Dragons avant qu'il se sépare de lui. Ça, on aura l'occasion d'y revenir. Juste avant de passer justement à cette relation entre Jon et les autres, Jon, c'est quelqu'un qui, paradoxalement, vit en communauté en permanence. C'est un héros qui n'est pas isolé par l'histoire à aucun moment. Il est toujours entouré, mais c'est un héros qui est toujours solitaire, qui est toujours un peu à côté. C'est un petit peu le gothique de la cour de récréation. Et puisqu'on parle de gothique, on va peut-être parler un petit peu de héros byroniens, Nympha. Tout à fait. Et parce qu'en fait, c'est George Martin lui-même qui qualifie Jon Snow de héros byronien. Pour lui, voilà, Jon Snow, c'est un héros romantique par essence. Il l'a construit comme ça. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un héros romantique ou un héros byronien ? C'est l'archétype du héros qui a été créé par Lord Byron, qui est un personnage désabusé, qui est à la fois malheureux, en rébellion, rejeté par la société de son temps, et qui ne le vit pas très très bien. Il est ténébreux, il est amer, il est dédaigneux, et en fait, il est passionné, mais il le cache. On voit beaucoup de similarités avec le personnage de Jon Snow, surtout dans le début de son arc à Winterfell. Il est complètement dans le drama et dans la position du héros romantique qui cache à quel point il souffre en montrant toute sa grandeur au monde, mais qui est rejeté, qui est malheureux, qui est désabusé, et donc et qui est aussi également très ténébreux. Et donc, en fait, toute cette thématique des héros romantiques, donc c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans les écrits de Martin. Si vous voulez voir comment George réécrit un peu la mythologie romantique, vous pouvez lire Riverdream. Riverdream, c'est complètement un roman inspiré de la littérature romantique. Et puis ça cite du Lord Byron de la première page, si je dis pas de bêtises. Hein. Il y a un truc un peu comme ça. Très rapidement. Et on a aussi beaucoup parlé des liens entre la littérature romantique et Sansa, parce que Sansa a aussi énormément d'avatars de la littérature romantique dans son parcours. Donc on vous renvoie aussi au podcast qu'on a fait sur Sansa pour un peu défricher tout ça, et notamment parler des Hauts de Hurlevent et de son grand personnage Heathcliff, qui est l'un des héros byroniens par excellence. Et donc, je le disais, Jon Snow, c'est quelqu'un qui s'isole, mais c'est quelqu'un qui a une relation avec les autres qui est un peu compliquée. Alors, pas les autres avec un grand A, hein, parce que ceux-là, il aimerait plutôt leur planter une épée en acier valyrien dans le cœur, mais plutôt tous les autres humains, parce que finalement, c'est quelqu'un qui est assez, on va dire, maladroit dans ses relations avec les autres personnages, ou en tout cas, c'est des relations qui sont toujours ou nourries par une expérience négative, ou par des préjugés qui vont être amenés à changer, mais pour le coup, on va expliciter un petit peu tout ça en parlant un peu de ses relations familiales, notamment Babar. Qu'est-ce qu'on peut dire de la relation de Jon Snow aux autres ? Parce que pour l'instant, on a vu le héros de l'intérieur, maintenant on va voir un peu à l'extérieur. Ouais, alors on l'aborde la première fois dans son cadre familial, hein, c'est-à-dire entouré de sa famille de sang, entre guillemets, où il a une relation avec chacun des frères et sœurs, enfin de la fratrie Stark, qui est assez différente. Alors, il n'est pas du tout proche de Rickon, mais en même temps, Rickon a 3 ans, ce qui est un petit peu normal. Il a beaucoup d'affection pour Bran. Il demande à Tyrion, notamment, d'aider Bran désormais dans son infirmité, lorsqu'il apprend que Bran s'est réveillé. Mais on n'a
pas plus d'interaction que ça. Il s'éloigne beaucoup et se méfie beaucoup de Sansa, mais parce que Sansa a beaucoup de préjugés sur lui à l'origine. Et en fait, les deux frères, sœurs avec lesquels il est plus proche, c'est Robb dans un premier temps. Robb avec qui il a été élevé, avec qui il a eu toute cette éducation guerrière justement, et surtout avec Arya qui est celle qui lui ressemble le plus d'un point de vue physique. Et Arya, justement, on parlait de cette fameuse lettre de Martin à son éditeur où à l'origine il avait pensé à une relation amoureuse vraiment entre Arya et Jon. En fait, elle l'est complètement transformée en une relation fraternelle mais très très proche. C'est Jon qui... C'est fusionnel, ouais. C'est ça. C'est Jon qui offre à Arya aiguille, hein, son épée. Et c'est les deux seuls Stark qui vont avoir une épée avec un nom. Voilà, exactement. Et après, elle est pas en épée en acier valérien celle-là, mais en tout cas, elle est... et en fait, aiguille marque l'identité d'Arya par la suite. Hein. C'est l'épée qu'elle conserve, même quand elle fait sa formation des 100 visages. Et c'est aussi pour dans l'attente de sauver sa sœur que il y a dans le tome 5 hein, où il cherche vraiment à sauver sa sœur, donc la fausse Arya, dont il pense que c'est la vraie. Enfin, il y a toute cette thématique qui est là. Je dirais aussi qu'il y a une question une relation avec avec ses mentors ou ses pairs de substitution. Donc on sait en fait, au départ on pense que donc Eddard est son père, ce qu'il n'est pas. Mais voilà, c'est son oncle. C'est son oncle, mais il a une relation quand même filiale avec Eddard. Hein. C'est vraiment une relation de père à fils. Une fois que Eddard meurt, il commence à avoir d'autres figures. À chaque fois, ce sont des figures de guerriers. Et là, effectivement, ça fait écho au fait que le grand roi que Jon admire au début de la saga, en tout cas, ce serait intéressant de voir quel est son avis désormais à la fin du tome 5. Mais son grand héros, c'est le roi Daeron Ier, qui a organisé la conquête éphémère de Dorne et qui meurt même au combat. Au combat, il meurt au cours de sa tentative de conquête de Dorne. Et à chaque fois, en fait, on a Jeor Mormont hein, qui lui donne ce grand griffe. On a ensuite Corrin Mimain. Pareil, qui l'accompagne dans sa formation, qui est assez important hein, dans sa formation. Et on a aussi Mance Rayder. Et à chaque fois, en fait, il y a des liens vraiment de père à fils qui se nouent entre les deux, que ce soit symbolique ou d'un point de vue affectif. Donc voilà, on a des figures en fait qui l'accompagnent, qui l'entourent, qui s'appuient sur des types de relations familiales. Mais il y a une relation qui lui est refusée, c'est la relation à la mère. Et ça, par contre, on va passer la parole à Nymphadora pour cette partie-là. Kathleen et Jon, tout un programme. C'est tout un poème. Effectivement, il a des pères de substitution, Jon, mais clairement, il n'a pas de maman. C'est un garçon qui grandit sans maman. C'est un fait. Hein. Et celle qui pourrait être sa mère de substitution, c'est Kathleen. Mais Kathleen a toujours refusé d'être une mère de substitution et elle le rejette complètement. Elle le dit, elle s'en veut elle-même même, mais elle ne pardonne pas à Ned de lui avoir ramené ce bâtard et surtout de le mettre au même niveau que ses enfants, de ne pas le cacher. Et en plus de ça, elle en veut à Jon de ressembler autant aux Stark alors que ses propres enfants tiennent beaucoup plus des Tully. Donc globalement, elle a sous le nez non-stop la face de l'infidélité de son mari, et son mari refuse de transiger sur tout en disant non mais Jon c'est mon fils, donc on lui donne on lui donne des privilèges. Et Kathleen, elle le vit très 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 mal, surtout que Kathleen, elle est quand même dans un monde beaucoup plus policé où on cache les bâtards. Donc c'est pas du tout dans sa culture. Elle ne comprend pas qu'on lui impose Jon, et c'est vraiment quelque chose qu'elle vit mal. Elle le dit elle-même, hein, elle sait qu'elle est injuste envers Jon, mais c'est comme ça, elle le déteste. Voilà, c'est tout. C'est pas son fils. En plus, c'est une menace pour ses enfants légitimes, puisque il peut à tout moment venir revendiquer Winterfell à la place de Robb ou des héritiers de Robb. Donc vraiment, Jon Snow, elle n'en veut pas.
Et c'est pour ça aussi qu'elle est très 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 froide au moment où elle a cette discussion avec Rob qui pense à légitimer John pour assurer en fait son héritage. Et elle lui dit clairement, mais en fait si tu fais ça, tes enfants ne seront jamais ne seront jamais en sécurité parce qu'il y aura une légitimité concurrente de la part de John. Surtout qu'en plus, alors officiellement John est plus jeune que Rob. Eddard a fait en sorte que ce soit le cas. Il est plutôt probable qu'il soit un peu plus vieux dans la ligne de succession. Donc premier dans la ligne de succession si jamais il est légitimé. Donc tout ça, ça fait que, en tout cas, Catelyn ne l'aime pas, ce petit, et elle lui fait bien savoir. Elle est extrêmement froide avec lui, voire même extrêmement agressive. Et on a notamment une scène d'une violence psychologique assez rare. C'est au moment où Jon fait ses adieux pour partir à la garde de nuit. À ce moment-là, Bran est dans le coma. Et du coup, Jon veut faire ses adieux à Bran. Catelyn refuse. Catelyn est non-stop au chevet de Bran et elle refuse que Jon fasse ses adieux à Bran. Bon, finalement, il s'impose. Il dit quand même adieu à son frère. Mais à ce moment-là, Catelyn dit quand même littéralement à Jon, ça aurait dû être toi. C'est quand même une violence extrême pour un enfant de 14 ans. Et mécaniquement, c'est quelque chose qui a construit Jon. Quand on dit Jon, il est tout le temps en train de se plaindre, etc., Jon, il n'a pas eu l'amour d'une maman et ça se ressent. Jon, il a vu ses frères et sœurs grandir avec une maman aimante et lui, clairement, sur ce point-là, il n'était pas du tout l'égal de ses frères et sœurs, il était complètement rejeté. On s'imagine bien que pour un enfant, ça doit être très, très, très difficile à vivre. Et il a pu passer par des moments d'incompréhension terribles quand il était petit. Et c'est quelque chose qui va ensuite porter en lui vis-à-vis des femmes. Il a des relations qui sont de manière générale assez compliquées avec les femmes. Tout à l'heure, Babar parlait des relations qu'il entretient avec Sansa et avec Arya. Avec Arya, il est hyper proche d'elle. Mais Arya, c'est aussi un petit garçon manqué. Et il est beaucoup moins proche de Sansa, qui est la féminine du lot, et qui est aussi celle qui se rapproche le plus de sa mère. Elle ressemble énormément à Catelyn. Elle a repris aussi le narratif de Catelyn. Elle ne manque jamais de rappeler que Jon, c'est son frère bâtard. Donc, évidemment, les femmes assez féminines et qui tiennent ce côté assez peu guerrier, c'est compliqué pour lui. Et donc, et c'est comme ça qu'il va se retrouver quand même dans une communauté d'hommes et s'éloigner des femmes. Et globalement, lui, il dit oui, bon, ça va pas être bien compliqué de pas traîner avec des gonzesses. Ensuite, il va aussi dire oui, non, mais moi je ne veux pas engendrer de bâtards. Il a des principes totalement arrêtés sur la question, ce qui peuvent se comprendre forcément, parce que quand on a vécu une situation comme celle qu'il a vécue avec Catelyn, et effectivement il n'a pas forcément envie de reproduire ça pour un enfant. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est un ado aussi, il est jeune au moment où il dit ça, et puis un beau jour il va rencontrer Ygritte. Finalement, il va un peu s'asseoir sur ses principes sur ce point-là. Mais ce qui est assez marrant, c'est que les femmes de sa vie, que ce soit Ygritte, que ce soit Arya, que ce soit Val, que ce soit Daenerys dans la série télé, c'est quand même des personnages féminins extrêmement forts. Il est très clairement attiré par des personnages qui sont qu'on pourrait qualifier de personnages un peu badass, quoi. Les personnages qui sont le plus dans une féminité classique, il ne les comprend pas et il a tendance à s'en éloigner le plus possible. Après, il est aussi dans une vision extrêmement classique des choses. Il voit les femmes comme des personnes qu'il faut protéger parce qu'elles ne peuvent pas se défendre elles-mêmes. Et notamment, c'est quelque chose qui le surprend énormément chez Ygritte et qui le déstabilise beaucoup. Mais néanmoins, ça l'empêche pas d'offrir une épée à Arya. Donc, il accepte le fait qu'une femme puisse avoir une volonté de combat. C'est lui qui va mettre des piqueuses pour réaffecter un fort du mur
donc qui s'appelle le fort de Long-Tertre. Donc... Alors, à noter juste qu'à Long-Tertre, le chef du fort, je crois que c'est Ed la Douleur qui l'envoie. Alors, parce que c'est un membre de la garde de nuit et que ça doit rester un fort de la garde de nuit, mais voilà, ça reste un homme qui est aux commandes, et en fait, les piqueuses qui viennent le seconder. Et puis, c'est toujours des femmes qui viennent le voir lui, mais lui, de prime abord, ne recherche pas leur compagnie, en fait. Il s'exclut tout seul de la relation homme-femme, en fait. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que même quand c'est Daenerys dans la série, ça sera toujours elle qui viendra vers lui, et lui se mettra toujours en retrait en disant non, je veux pas. Enfin, c'est pas lui qui va aller chercher la relation. Même avec Ygritte, c'est complètement forcé parce que il se fait sauver la vie face à Mance Rayder alors que tout le monde l'accuse d'être un traître, parce que Ygritte dit non, mais il couche avec moi, il est des nôtres. Et finalement, il va aller vers Ygritte, enfin, il va accepter qu'Ygritte rentre dans sa vie sexuelle pour le coup, uniquement pour confirmer quelque chose qu'il a dit au démarrage. Hein. Il y a bien évidemment une attirance quand même et tout ça, mais il est quand même dans ce schéma de j'accepte parce que j'ai qu'une parole, quoi, finalement. Et du coup, il n'y a pas de... C'est assez... c'est que des relations où lui, il se met en retrait, finalement, de ces relations. Après, à voir ce que ça donnera vis-à-vis de Val, parce qu'il a quand même une énorme attirance pour Val, et peut-être que c'est aussi une façon de grandir, c'est parce que voilà, donc Jon c'est quand même vraiment un ado, et c'est un ado qui aussi fait son apprentissage sexuel et son apprentissage de l'amour. Son premier amour est mort dans des conditions tragiques. Maintenant, il a quand même un deuxième amour qui est en train de se développer avec Val, avec une autre dynamique probablement, et à voir comment ça se développera plus tard, mais en tout cas, très clairement, il est très libidineux face à Val. Hein. Ce qui est intéressant dans le parcours de Jon, c'est que finalement, petit à petit, sa famille s'éloigne, sa famille meurt, puisque officiellement pour lui, Bran est mort. Pour lui, Ned est mort, pour lui, Robb est mort, Catelyn est morte. Il ne reste donc plus de cette famille que Arya et Sansa, vers qui ses pensées vont se tourner de temps en temps. Et ce qui va compter finalement le plus pour lui, c'est cette famille qu'il se recrée, et c'est peut-être le seul cas, je trouve, dans le Trône de Fer, où on a la constitution d'un groupe d'amis qui va devenir un nouveau noyau familial pour Jon, qui se fait un peu par la force des choses, parce que c'est la garde de nuit et qu'il est obligé d'y aller, mais une fois qu'il s'est engagé, etc. Mais pour tous les autres, je pense par exemple, il y a d'autres compagnies d'amis, je peux penser à Cantine Martel, par exemple, qui se barre avec ses amis à Essos pour pouvoir conquérir le cœur de Daenerys, mais lui, de ce côté-là, il est quand même avec des gens de la même classe sociale que lui, donc du coup, c'est pas vraiment tout à fait la même expérience. Et finalement, ces amis-là, ce noyau dur qu'il va constituer, eh bien, ce sont des amis qu'il va utiliser ensuite d'un point de vue politique, en les plaçant. Tu as parlé de Ed la Douleur qui va se retrouver à Long-Tertre, par exemple. Il va envoyer Sam à la Citadelle pour qu'il suive la formation de maître, pour qu'il revienne le seconder avec ce nouveau statut. Donc, on passe d'amis à outils, quelque part, un peu dans cette idée-là. Et c'est Jon qui va, du coup, appliquer le plus la maxime, et ce qui va causer sa perte. Tiens tes amis près, mais tiens tes ennemis encore plus près, finalement. Il termine dans une position où il n'est entouré que par des gens qui sont ses ennemis, peut-être en enlevant Tormund et Val, éventuellement, dans le tome 5, mais tous les gens qui sont autour de lui sont hostiles, ce qui causera bien évidemment sa perte. Une perte qui va du coup l'amener ensuite peut-être à renaître, et donc on va passer à la partie perspective. Quelles sont les perspectives pour Jon Snow, finalement, à ce stade-là? Comme on finit sur un Jon qui se fait poignarder, la question c'est de savoir que va-t-il se passer. Est-ce que Jon va rester mort, ou est-ce qu'il va ressusciter comme bonne figure christique qu'il est? La question se pose. Donc le tome 5 est sorti en 2011, et en fait très très tôt, les théories, et en tout cas les analyses, se sont faites sur sa résurrection à plusieurs titres. Je précise déjà que la série a donné sa réponse, comme on l'a vu. Jon ressuscite et poursuit son parcours. Dans les bouquins, en fait, ça reste encore à l'état de théorie. Il y a un article là-dessus de Pandémie sur sa résurrection, sur quels sont les enjeux et comment est-ce que ça a été amené. Mais on note qu'en fait, ça fait déjà plusieurs chapitres que George Martin nous parle de résurrection, notamment par le biais de la magie qui est liée à R'hllor, donc au Maître de la Lumière, parce qu'on a plusieurs personnages qui ont ressuscité par ce biais-là, dont Catelyn, Lady Cœur de Pierre.
avec à chaque fois en fait on a des personnages comme ça qui ressuscitent, mais qui à chaque fois perdent une partie de leur humanité, ce qui font qu'ils sont humains. Mais en tout cas, ça prépare probablement à cette résurrection de John. On notera aussi, et je vais finir là-dessus, que les vœux de la garde de nuit qu'il a prononcés le tiennent en fait jusqu'à ce qu'il meure. Il y a une phrase qui dit que jusqu'à ma mort, je la monterai. Donc je monterai la garde. Le fait qu'il décède et du coup qu'il ressuscite, le libère en fait au moins symboliquement. Alors on verra comment ça se passera au niveau de ses frères de la garde de nuit, mais en tout cas au moins symboliquement le libère de cette charge-là et de ce vœu qu'il a prononcé dans le premier tome. Et donc on est peut-être là ici sur un enjeu narratif qui est nécessaire à sa progression et à la suite de son parcours. En tout cas, pour qu'il puisse aller à Winterfell derrière, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est la voie qu'a choisi la série. Notamment, je crois qu'en titrant l'épisode où il ressuscite And now his watch has ended, si je dis pas de bêtises. Donc, on est sur cette formule-là. Il y a aussi la question de la résurrection par le loup, qui existe quand même, aussi. Et qui, pour le coup, serait une idée qui ne serait pas, on va dire... qui serait pour moi un héritage des années 90 et un héritage des discussions, je pense, entre Robin Hobb et Martin, qui sont quand même deux grands copains. On a ça. Alors désolé, si vous n'avez pas lu l'Assassin Royal, faites un avance rapide de 30 secondes. Mais Fitzchevalerie à un moment meurt et ressuscite par le loup. Donc, du coup, on a déjà cette, on va dire c'est pas un trope à ce niveau-là, mais on a déjà cette image très forte qui existe dans la fantasy. Ouais, et puis surtout, en fait, on voit que dans A Dance with Dragon, John alors il commence son premier rêve de loup, c'est dans Hakok, donc dans le tome 2, et en fait dans ADWD, donc le tome 5, vraiment, il commence à se faire la réflexion qu'il est de plus en plus lié à fantôme et que même en étant éveillé, il voit à travers son loup. En fait, il a des sensations que son loup. Ouais. Et sachant que justement, en fait, on peut se dire aussi qu'il peut y avoir un peu des deux solutions dans la résurrection de John, parce que on sait que via la résurrection des prêtres rouges, il y a un coup qui est énorme. En revanche, si intervention magique via le loup il y a, peut-être que le coût sera beaucoup moins important. Il y aura forcément un coût, parce qu'avec Martin, il y a toujours un coût. Mais on peut se dire que l'intégrité morale de John sera préservée grâce à un passage dans le loup et peut-être une intervention de Mélisandre pour qu'il ressuscite dans son corps, par exemple. En fait, c'est des choses qui peuvent s'entremêler. On voit qu'avec la résurrection de Catelyn, c'est globalement un zombie qui est devenu monomaniaque. Peut-être que un passage avec une résurrection et le loup permettra d'éviter ce coup d'intégrité du personnage. On ne sait pas. Après, je suis pas tout à fait d'accord, moi, pour le coup là-dessus, parce qu'on a quand même l'exemple de Beric, qui est ressuscité relativement entier. Je veux dire, bon, quand on le recroise, il en est à sa 8e ou 9e fois, donc il a un peu perdu. Il dit qu'à chaque fois, il perd des choses, des sensations, des trucs. Ouais, mais sur une échelle qui va de Beric Dondarrion à Robert Strong, je pense qu'on est quand même plus proche d'un Beric Dondarrion et peut-être plus proche de Beric que Catelyn. Enfin, en tout cas, narrativement, ça ferait plus de sens, quoi. En tout cas, le passage par le loup permettrait peut-être d'encore mieux expliquer que John, lui, ne perd pas, mais gagne, peut-être. En tout cas, moi, il y a un truc que je trouverais intéressant, mais ça, c'est vraiment le point de vue du fan qui parle, c'est qu'on perde le POV de John à tout jamais. Ça, ce serait vraiment C'est-à-dire qu'il ne soit plus personnage point de vue après. Je n'y crois pas. Comme on perd celui de Catelyn, en fait. La deuxième chose, puisque bon, revivre, c'est bien. Quel futur statut, du coup, derrière? The King in the North, the King in the North. C'est ça. Voilà, une fois de plus, la série a un peu répondu sur cette question-là aussi en amenant ce choix-là. Mais qu'en est-il vraiment dans les bouquins? Est-ce que John peut prétendre à la royauté sur le Nord dans le livre? Pour le coup, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure quand on a parlé de Catelyn Stark et du fait qu'il y a eu une discussion entre Catelyn et Robb pour savoir qui il désignait comme héritier. Il se trouve que Robb Stark a explicitement désigné un héritier et il a écrit une lettre qui a été transférée, qui est partie vers Winterfell. Et cette lettre, on ne sait pas ce qu'elle contient. Mais
il y a plusieurs hypothèses sur qui il a désigné. Est-ce qu'il a écouté sa maman ou pas? Néanmoins, l'un des scénarios probables, ce serait que Jon ait été explicitement reconnu par Robb Stark comme l'héritier légitime de Winterfell et le roi du Nord. Sachant que sur ce papier, il y a Maege Mormont qui a posé son sceau, Edmure Tully, Galbart Glover, Jon Omble et Jason Mallister, donc du coup, quand même des grands seigneurs de ceux qui suivent Robb. Ouais, et on peut dire aussi que la couronne du roi du Nord n'est pas la seule en fait à laquelle Jon peut être associé. Là, pareil, on vous renvoie à pas mal d'articles qu'on mettra en description, mais Jon, il est aussi de plus en plus symboliquement, en tout cas, il se rapproche d'un roi d'au-delà du mur. Par le fait que il y a les sauvageons qui de plus en plus en fait se lient à lui personnellement en lui faisant allégeance. Et d'ailleurs ça se voit très bien sur le tout dernier chapitre de Jon, au moment où il dit que il envoie Tormund à Dorlieu, mais que lui descend seul vers Winterfell, qui se lève dans la salle aux écus en fait où il fait cette déclaration. Et ce sont des chefs sauvageons en fait qui le suivent comme un chef. Il y a ça, et la troisième couronne en fait à laquelle il peut prétendre, ce serait, en tout cas symboliquement, ce serait celle des 7 couronnes, puisque alors on en a reparlé à plusieurs reprises, mais il y a cette ascendance de Jon qui n'est toujours pas révélée dans les livres, et je ne sais pas si elle sera révélée un jour dans les livres. Je ne sais pas si ce sera une bonne chose de la révéler, mais en tout cas le fait qu'il soit le fils de Rhaegar et de Lyanna, donc de l'héritier légitime des 7 couronnes. Et voilà, je crois qu'on en est venu à bout de cette histoire. Je pense qu'on a été assez exhaustif pour ne plus jamais reparler de Jon Snow, au moins pour quelques années. À part s'il y a un tome 6 qui sort un jour, mais ça, plus personne n'y croit. Enfin, mais voyons. Moi, j'y crois un peu. Toujours est-il que vous pouvez nous dire en commentaire ce qui vous a plu, les points qui suscitent des débats chez vous, puisque vous pouvez rajouter des commentaires, que ce soit à la fois sur YouTube ou sur les plateformes de streaming où vous écoutez ce podcast. On vous rappelle, puisque le podcast sort avant cet événement, qu'il y aura le Fandival qui a lieu à la fin du mois de janvier. Donc, mais je vais laisser peut-être Nymphadora en parler juste rapidement, une petite phrase sur le Fandival. Oui, le Fandival, ça va être 2 jours de festival live sur Twitch, gratuit, où on se retrouve avec nos copains de Tolkien Deal, de la Gazette du Sorcier et de la Pierre de Tyr, donc les univers de fans du Seigneur des Anneaux, de Harry Potter et de la Roue du Temps. Et on va, pendant 2 jours complets, enchaîner les discussions, parfois sérieuses, parfois moins sérieuses. On va faire des jeux, on vous fera gagner des super lots, donc n'hésitez pas à vous connecter. C'est gratuit, c'est en live sur Twitch, ça va être trop bien. On vous prépare un super programme, ça va être trop cool. Puis c'est beaucoup de boulot pour nous, donc vraiment venez nombreux, partagez sur les réseaux, dites du bien de Fandival si vous voulez que ce soit quelque chose qui soit pérenne, parce que ça va être trop cool, quoi. Et voilà, je ne sais pas exactement sur quoi portera le prochain sujet de podcast, mais de toute façon, il en sortira un, probablement en février, sinon en mars. Sur ce, on vous dit à bientôt sur le mur. Merci d'avoir suivi cette patrouille. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux disponibles. Voilà, donc Facebook, Instagram, Blue Sky pour les références. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de la Garde de Nuit et bien évidemment sur le forum si vous le souhaitez. À bientôt sur le mur et à la prochaine. Ciao, ciao!